15 mai 1818, Londres. La lueur des bougies dans la salle de bal de Lady Pembroke vacillait sur une mer de soie et de bijoux, jetant des ombres qui semblaient à savoir précisément où tomber et où s'abstenir. Eleanor Ashford se tenait à l'extrême lisière de l'assemblée scintillante, sa position étant autant une déclaration de sa place dans la société que n'auraient pu l'être les mots. À 28 ans, elle avait appris depuis longtemps où était sa place dans ces espaces étincelantes. À la périphérie, ni tout à fait absente ni véritablement présente, tel un meuble devenu si familier qu'il cessait d'attirer le regard. Sa robe, d'une soie bleu pâle qui avait été à la mode peut-être 5 ans auparavant, avait été soigneusement entretenue et habilement retouchée. Mais aucune couture soignée ne pouvait dissimuler son âge, ni la transformer en quelque chose qui pût rivaliser avec les somptueuses créations qui tourbillonnaient devant elle dans un kaléidoscope de la mode actuelle. Elle avait hérité du long nez et du front sérieux de son père, des traits qui auraient pu être qualifiés de distingués chez un homme, mais qui, chez une femme, étaient simplement jugés malheureux, et ses cheveux sombres, bien qu'épais et brillants, étaient coiffés simplement, faute d'une femme de chambre habile dans les styles élaborés alors en vogue. Les murmures lui parvenaient comme toujours, se distinguant clairement malgré la musique qui flottait depuis l'orchestre. La voix de Lady Henrietta, juste assez forte. Pauvre Lord Ashford, un tel fardeau de l'avoir encore à la maison. Puis la réponse de Mrs. Wetherby. À son âge, on pourrait penser qu'elle accepterait un poste de dame de compagnie pour lui épargner la dépense. Les doigts d'Eleanor se resserrèrent imperceptiblement sur son éventail, mais son expression demeura sereine, une masque perfectionnée au fil d'années de telles observations. Elle s'était depuis longtemps résignée à son avenir probable. Un poste de gouvernante peut-être, ou de dame de compagnie auprès d'une parente âgée, une vie vécue dans les recoins des maisons des autres, utile mais ignorée. Ce n'était pas l'avenir dont elle avait rêvé dans sa jeunesse, quand elle se nourrissait de livres d'astronomie et de philosophie, quand ses tuteurs louaient son esprit vif et que son père lui promettait qu'elle ne manquerait de rien. Mais la pauvreté et le temps avaient une façon de réécrire de telles histoires. Le parfum des roses de serre pesait lourdement dans l'air chaud, écœurant et doux, se mêlant au parfum de 200 corps pressés dans une élégante proximité. Eleanor s'apprêtait à se retirer sur la terrasse pour prendre l'air lorsque son regard, balayant la pièce avec un désintérêt étudié, s'arrêta sur une silhouette de l'autre côté de la salle de bal. Alexander Ravenscroft, duc de Thornmere, s'entretenait avec Lord Pembroke, sa haute silhouette élégante dans des vêtements de soirée parfaitement taillés. Elle ne le connaissait que de réputation. Héros de la marine, revenu de la mer, propriétaire d'une flotte marchande qui l'avait rendu riche au-delà de la fortune déjà considérable de son titre. Comme s'il sentait son observation, ses yeux se levèrent et croisèrent les siens à travers l'espace bondé. Pendant un instant qui parut s'étirer au-delà de sa juste mesure, ils se regardèrent simplement. Puis Eleanor, certaine d'avoir imaginé une quelconque reconnaissance dans ce regard, rassembla les pans de sa robe et se glissa par les portes-fenêtres de la terrasse dans l'obscurité plus fraîche du dehors, cherchant refuge dans les ombres où elle avait toujours eu sa place. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il laisse. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Les dalles de la terrasse étaient fraîches sous les fines chaussures d'Eleanor, et elle inspira profondément l'air nocturne, reconnaissante de sa clarté, après l'atmosphère suffocante de l'intérieur. Elle disposait peut-être de 3 minutes avant que les convenances n'exigent son retour ou qu'elle ne risque de nouvelles critiques pour s'attarder seule dans l'obscurité, mais elle prendrait la petite liberté qu'elle pouvait s'octroyer. Le bruit de la porte s'ouvrant derrière elle provoqua une vague d'anxiété dans sa poitrine, suivie de résignation
alors qu'elle se préparait à parer la remarque cinglante qui allait suivre. Mais la voix qui s'éleva était plus grave que prévu, masculine et posée. « Miss Ashford, j'espère ne pas troubler votre solitude. » Elle se tourna pour trouver le duc de Thornmere se tenant dans l'embrasure de la porte, la lumière de la salle de bal créant un halo autour de sa haute silhouette avant qu'il n'avance, et que la porte ne se referme derrière lui, les laissant dans l'éclairage plus doux des lanternes de la terrasse. « Votre grâce, » parvint-elle à dire, en faisant une révérence qu'elle pria pour qu'elle paraisse plus gracieuse qu'elle ne se sentait. « Je prenais simplement l'air. » Il se plaça à côté d'elle, près de la balustrade, les mains jointes dans le dos dans une posture qui suggérait une formation militaire. Son profil était fort, remarqua-t-elle, tout en ligne pure et en calme maîtrisé. Il fait plutôt étouffant à l'intérieur, convint-il. Puis, après une pause qui parut à la fois confortable et chargée, « Je vous ai remarqué tout à l'heure. Vous sembliez étudier la pièce avec l'attention d'un navigateur cartographiant des eaux inconnues. » L'observation inattendue lui arracha un petit rire avant qu'elle ne puisse le retenir. « Je suppose que c'était le cas. En quelque sorte, il faut toujours savoir où se trouvent les courants dangereux. » Il se tourna alors pour la regarder directement, et elle découvrit que ses yeux étaient d'une surprenante nuance de gris, de la couleur de la mer avant une tempête. « Une sage pratique, » dit-il. « Dites-moi, Miss Ashford, vous intéressez-vous à la navigation ?» La question était si éloignée de tout ce qu'elle aurait pu anticiper qu'elle répondit simplement avec honnêteté. « J'ai toujours été fascinée par la navigation astronomique, bien que j'avoue que mes connaissances sont purement théoriques. La bibliothèque de mon père contenait plusieurs volumes sur l'astronomie, et j'ai passé de nombreuses heures à en étudier les principes. » Alexander, car elle se surprenait déjà à penser à lui par son prénom, bien qu'elle ne le prononcerait jamais, semblait sincèrement intéressée. « Le calcul de la position par les étoiles est peut-être le mariage le plus élégant des mathématiques et de l'observation, » dit-il. « En mer, il y a quelque chose de profondément humble à déterminer sa place dans le monde en regardant vers le haut plutôt qu'autour de soi. » Elle s'apprêtait à répondre, son esprit formulant déjà des pensées sur les implications philosophiques de son observation, lorsque la porte de la terrasse s'ouvrit avec un peu plus de force que nécessaire. Lady Caroline Pembroke se tenait encadrée par la lumière, son beau visage arborant une expression de préoccupation qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux calculateurs. « Votre grâce, vous voilà. Lord Pembroke vous cherchait partout. Et Miss Ashford, quelle surprise de vous trouver à monopoliser l'attention du duc. Je suis sûr que vous ne voudriez pas le retenir de ses obligations sociales plus pressantes. » Le congé était clair, bien qu'enveloppé dans le velours de mots polis. Mais Alexander se tourna vers Caroline avec une froideur qui surprit Eleanor. « Au contraire, Lady Caroline, j'ai spécifiquement cherché Miss Ashford. Nous discutions de navigation astronomique, un sujet sur lequel elle fait preuve d'une connaissance remarquable. » Le sourire de Caroline se crispa de manière presque imperceptible. « Fort inhabituel. J'avoue que je trouve de tels sujets bien au-delà de la sphère d'une dame. »« Alors peut-être que votre sphère est plus limitée que d'autres, » répliqua Alexander avec une politesse dévastatrice. Eleanor sentit la chaleur monter à ses joues, ne sachant si elle devait être mortifiée ou étrangement ravie de sa subtile défense. L'instant s'étira jusqu'à ce que Caroline, clairement déjouée, se retire en promettant d'informer Lord Pembroke de l'emplacement du duc. Dans le silence qui suivit son départ, Eleanor rassembla ce qui lui restait de son sang-froid. « Je devrais rentrer, » dit-elle doucement. « Je ne voudrais pas nuire à votre réputation par association avec la mienne. » Elle n'attendit pas sa réponse, ne pouvant supporter de voir le moment où la politesse le forcerait à être d'accord. En passant devant lui pour se diriger vers la porte, elle se dit fermement que cela avait été une aberration, un bref moment de reconnaissance qui ne se répéterait pas et ne pouvait pas se répéter. Le lendemain matin, le duc de Thornmere aurait sûrement oublié la femme banale et pauvre avec qui il avait discuté des étoiles.
18 mai 1818. 3 jours après le bal de Lady Pembroke, Eleanor était assise dans le petit salon exigu de la résidence Ashford, tentant de se concentrer sur la réparation d'une chemise qui avait déjà subi bien trop de raccommodage, lorsque son père fit irruption avec une expression qu'elle n'avait pas vue sur son visage depuis des années, quelque chose entre le choc et l'espoir désespéré. « Le duc de Thornmere est ici », dit-il, la voix tendue par une excitation contenue. « Il a demandé à me parler et a sollicité la permission de vous emmener en promenade à Hyde Park. » L'aiguille d'Eleanor glissa, lui piquant le doigt, et elle regarda une petite fleur de rouge apparaître sur le tissu usé comme si elle l'observait de très loin. « Il doit y avoir une erreur, » parvint-elle à dire, mais son père secouait déjà la tête, redressant déjà sa redingote et passant une main dans ses cheveux clairsemés. « Aucune erreur, ma chère. Il a été très précis. Il attend dans le grand salon en ce moment même. » L'entrevue qui suivit dura peut-être 10 minutes, bien qu'Eleanor l'ait vécue comme à la fois interminable et incroyablement brève, se tenant juste derrière la porte et entendant le faible murmure des voix masculines ne saisissant que des fragments. « Votre fille est compagnie et intention honorable et chaperon convenable », des mots qui semblaient appartenir à la vie d'une autre femme. Lorsque son père sortit, ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait dangereusement à des larmes. « Il souhaite vous emmener en promenade cet après-midi, » dit-il doucement. « Eleanor, je ne peux pas vous dire quoi faire, mais je vous supplie d'examiner cette opportunité avec soin. » Elle voulait lui dire qu'elle l'avait déjà examinée et rejetée comme impossible, que les ducs ne courtisaient pas les filles sans le sou de barons appauvris, que c'était sûrement une lubie étrange qui passerait, mais l'espoir sur son visage réduisit ses objections au silence. Moins d'une heure plus tard, elle se retrouva assise à côté d'Alexander Ravenscroft dans un élégant cabriolet. Ses chevaux gris assortis levant haut les jambes, alors qu'ils entraient dans Hyde Park à l'heure de la promenade à la mode, où toute la société se montrait pour voir et être vue. Le choc sur les visages à leur passage était presque comique, si cela n'avait pas été si mortifiant. Les conversations s'arrêtaient au milieu des phrases. Les éventails s'ouvraient brusquement pour dissimuler les commentaires chuchotés, et Eleanor sentit le poids de 100 regards l'évaluer, la juger, spéculer. Alexander semblait totalement imperturbable, guidant ses chevaux avec une expertise désinvolte tout en l'interrogeant sur son éducation, les livres qu'elle préférait, les sujets qui avaient captivé son imagination au-delà de l'astronomie. Elle se surprit à répondre plus librement qu'elle ne l'avait prévu, parlant de son amour pour la poésie et la philosophie, des années passées dans la bibliothèque de son père pendant que d'autres jeunes femmes apprenaient les arts plus pratiques de la chasse au mari. Il écoutait avec une attention qui semblait presque dangereuse dans son intensité, posant des questions qui démontraient qu'il entendait vraiment ses réponses, et non qu'il attendait simplement son tour de parler. « J'ai passé les 10 dernières années plus souvent en mer que sur terre, » lui dit-il alors qu'ils achevaient leur tour du parc. « Ma flotte est l'œuvre de ma vie, 12 navires qui transportent des marchandises à travers le monde, chacun portant le nom d'un principe que j'estime, liberté, intégrité, persévérance. Ils représentent l'indépendance, la capacité de tracer sa propre route sans se soucier de ce que la société juge approprié ou attendu. » Eleanor comprit alors qu'il lui disait quelque chose d'important, lui offrant un aperçu de la philosophie qui le guidait, et elle sentit cette chose fragile et dangereuse appelée espoir commencer à se déployer dans sa poitrine comme une voile qui prend le vent. Alors qu'il retournait à la maison de son père, il l'aida à descendre du cabriolet avec un contact qui s'attarda juste un instant de plus que ce qui était strictement nécessaire. « Pourrais-je revenir demain, Miss Ashford ?» demanda-t-il, et lorsqu'elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix, elle vit dans son expression quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la satisfaction. « 22 mai 1818,
et l'invitation à la garden party de Lady Caroline était arrivée avec le courrier du matin, le papier crème fin, et l'écriture élégante indiquant clairement que ce n'était pas un geste d'amitié, mais plutôt un coup calculé dans un jeu qu'Eleanor commençait à peine à comprendre. Sa cousine Charlotte avait insisté pour l'accompagner, serrant la main d'Eleanor dans la voiture avec une force qui témoignait d'une loyauté protectrice, murmurant qu'elle ne devait pas laisser ses vipères voir à quel point leur poison l'affectait. Les jardins des Pembroke étaient magnifiques, bien sûr, des haies taillées avec précision et des roses importées créant le décor parfait pour que les plus belles et les plus cruelles de la société se mettent en valeur. Eleanor avait revêtu sa meilleure robe de jour, une mousseline verte pâle qui était démodée de 2 saisons, mais au moins bien entretenue, et elle gardait la tête haute en entrant dans le jardin, même si les conversations s'interrompaient et que les yeux se tournaient vers elle avec une avidité qui lui donnait la chair de poule. Elle était là depuis peut-être 10 minutes, près de la table des rafraîchissements avec Charlotte, lorsqu'elle entendit le premier commentaire chuchoté, pas tout à fait assez bas pour être vraiment privé. « Je ne peux tout simplement pas comprendre ce que le duc lui trouve », dit Lady Harriet Wilton à sa compagne, son éventail ne faisant rien pour étouffer ses mots. « Peut-être trouve-t-il ses prétentions intellectuelles amusantes, ou pire, peut-être a-t-il développé des goûts étranges après tant d'années en mer. » Le rire qui suivit fut comme du cristal se brisant, aigu et coupant, et Eleanor sentit Charlotte se raidir à côté d'elle, se préparant à lancer une défense qui n'attirerait que plus d'attention. Avant que sa cousine ne puisse parler, une autre voix se joignit aux commentaires, celle-ci appartenant à Miss Sarah Thornbury. « J'ai entendu par mon frère, qui connaît le secrétaire du duc, qu'il s'agit d'une sorte de projet de charité, prouvant qu'il peut élever même le cas le plus désespéré par la seule force de son importance. C'est très noble, bien que l'on se demande quand l'expérience prendra fin et qu'il tournera son attention vers des perspectives plus convenables. » Eleanor se força à porter sa tasse de thé à ses lèvres, bien qu'elle n'en sentît pas le goût, ordonnant à ses mains de ne pas trembler, se rappelant qu'elle avait survécu à 28 ans de cruauté désinvolte de la société et qu'elle survivrait à cela aussi. Charlotte ouvrit la bouche pour prononcer ce qui était sûrement une réplique cinglante lorsqu'une vague de conscience traversa le jardin, les conversations changeant de direction comme des girouettes dans un vent changeant. Le duc de Thornmore était arrivé, sa haute silhouette se déplaçant parmi les invités avec l'autorité inconsciente d'un homme habitué à commander, et Eleanor regarda Lady Caroline se précipiter pour l'accueillir. Son beau visage arrangé en une expression de bienvenue ravie. Mais les yeux d'Alexander balayèrent le jardin jusqu'à ce qu'ils trouvent Eleanor, et sans pause ni salut pour son hôtesse, il se dirigea directement vers elle avec une détermination si évidente qu'un silence tomba sur les environs immédiats. « Miss Ashford, » dit-il, sa voix portant dans le calme soudain. « Je vous prie de m'excuser pour mon retard. J'ai été retenu chez le libraire, mais je crois que vous trouverez que le délai en valait la peine. » Dessous de sa redingote, il sortit un volume relié en cuir, le plaçant dans ses mains avec un soin qui suggérait qu'il était précieux, et Eleanor baissa les yeux pour voir un exemplaire du New American Practical Navigator de Bowditch, un texte qu'elle avait mentionné lors de leur promenade comme un ouvrage qu'elle avait toujours souhaité étudier, mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. « Je me suis souvenu que vous aviez mentionné votre intérêt pour la navigation astronomique au-delà de la théorie, » continua Alexander, apparemment inconscient de leur public ou l'ignorant délibérément. « Cette édition comprend les tables de distance lunaires les plus récentes, et j'ai pensé que nous pourrions discuter des applications pratiques lors de notre promenade de demain, si vous y consentez. » Eleanor serra le livre, sentant son poids comme une ancre, consciente que tous les yeux dans le jardin étaient maintenant fixés sur eux, que l'expression de Lady Caroline s'était raidie d'une fureur à peine dissimulée, que les femmes qui s'étaient moquées d'elle quelques instants auparavant étaient tombées dans un silence stupéfait.
28 mai 1818, et la réception royale à Carlton House brillait d'une telle lumière et d'une telle opulence qu'Eleanor se sentit momentanément désorientée en entrant au bras d'Alexander, les lustres se reflétant sur les surfaces dorées et les bijoux jusqu'à ce que l'air même semble scintiller de richesse et de pouvoir. C'était son premier événement véritablement royal, un honneur accordé parce que le duc de Thornmere était présent et que le prince régent souhaitait reconnaître ses contributions navales à la domination commerciale de l'Angleterre, et Eleanor s'était habillée avec un soin particulier dans une nouvelle robe qu'Alexander avait discrètement fait livrer. Une soie d'un bleu profond qui lui donnait moins l'impression d'être une imposture, bien qu'elle entendît toujours les murmures familiers dans son sillage. Alexander avait été attentionné tout au long de la soirée, la présentant à divers membres du corps diplomatique et à des officiers de marine qui la traitaient avec un respect qui lui semblait encore étranger, et elle commençait à se détendre dans cette nouvelle réalité étrange d'être reconnue, lorsqu'une vague d'intérêt accru traversa les invités assemblés et qu'un gentleman entra avec une suite qui témoignait d'une noblesse authentique et non simplement anglaise. Le prince Frédéric de Saxe-Cobourg était beau à la manière des portraits et des gravures romantiques, ses traits réguliers et aristocratiques, son port suggérant un homme habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce, et Eleanor regarda le prince régent lui-même s'avancer pour le saluer, avec le juste équilibre d'accueil et de préséance qui régissait de telles rencontres. Elle sentit Alexander se raidir à côté d'elle, une tension envahissant sa silhouette qui était en totale contradiction avec son calme habituel, et quand elle leva les yeux vers lui pour l'interroger, elle vit sa mâchoire serrée et ses yeux fixés sur le prince, avec une intensité qui frisait l'hostilité. « Vous le connaissez, » dit-elle doucement, et Alexander hocha la tête, une fois, d'un mouvement sec. « Nous avons un passif concernant des contrats navals pour les intérêts marchands de son pays. Il m'a fait perdre un arrangement très lucratif par des manœuvres politiques il y a 3 ans, et je lui ai rendu l'appareil en le surpassant aux enchères sur les routes maritimes de la Méditerranée. Ce n'est pas une rivalité amicale. » Eleanor absorba cette information avec une inquiétude croissante, observant le prince Frédéric faire le tour de la réception, notant comment son regard balayait la pièce avec un calcul qui suggérait qu'il cataloguait des informations utiles et des avantages potentiels. Lorsque ses yeux se posèrent sur elle et Alexander, elle vit la reconnaissance fuser, vit le prince s'interrompre dans sa conversation, puis modifier délibérément son chemin pour les approcher, et sa main se resserra sur le bras d'Alexander, en un avertissement instinctif. « Le duc de Thornmere, » dit le prince Frédéric en s'approchant. Son anglais parfait bien qu'accentué, son sourire charmant et entièrement dépourvu de chaleur sincère. « Quel plaisir de vous voir à Londres. J'avais entendu dire que vous passiez votre temps dans la société plutôt qu'en mer ces jours-ci. Un sacré changement par rapport à vos habitudes. » Ses yeux se posèrent sur Eleanor avec une évaluation qui la fit se sentir à la fois visible et méprisée, examinant sa robe et son apparence avec une minutie qui frisait l'impolitesse avant que quelque chose ne change dans son expression, une étincelle d'intérêt qui ressemblait dangereusement à une opportunité reconnue. « Et vous devez me présenter votre compagne. Ce ne peut être la célèbre beauté Lady Caroline que l'on m'avait promis de rencontrer ce soir. » La voix d'Alexander, lorsqu'il parla, était rigoureusement polie mais froide comme les mers d'hiver. « Votre Altesse, puis-je vous présenter Miss Eleanor Ashford? Miss Ashford, le prince Frédéric de Saxe-Cobourg. » 12 juin 1818, et les 2 semaines écoulées depuis la réception royale avaient passé d'une manière qui semblait à la fois onirique et plus réelle que tout ce qu'Eleanor avait connu en ses 28 ans, car Alexander lui avait rendu visite avec une constance qui défiait les attentes de la société et sa propre incrédulité persistante, arrivant chaque après-midi à 3 heures précises dans la calèche
qui ne provoquait plus de halètement, mais était devenue une vision attendue dans leur modeste quartier. Leur conversation avait porté sur des sujets qu'elle n'avait jamais abordés qu'avec des livres, la philosophie, la poésie et la nature de la liberté. Et elle s'était surprise à exprimer des pensées qu'elle avait soigneusement cachées pendant des années, des opinions sur la littérature qui allaient au-delà du commentaire féminin convenable, des observations sur la société qui frisaient le radicalisme. Et au lieu du congé poli auquel elle s'attendait, il se penchait en avant avec une intensité qui suggérait qu'il écoutait vraiment, qu'il s'intéressait véritablement au fonctionnement de son esprit. Son père était devenu de plus en plus plein d'espoir et par conséquent anxieux, lui rappelant chaque matin au petit déjeuner que le duc était le meilleur parti dont elle pouvait rêver, qu'elle devait être agréable et plaisante. Et bien qu'Eleanor comprit son désespoir, elle sentait le poids familier d'être un fardeau dont la valeur ne résidait que dans la connexion avantageuse qu'elle pourrait obtenir. Charlotte lui avait rendu visite fréquemment, apportant des nouvelles des spéculations continues et des commentaires de plus en plus confus de la société, car le duc ne montrait aucun signe de désintérêt malgré leurs prédictions. Et sa cousine avait pris les mains d'Eleanor et lui avait dit avec une certitude féroce qu'elle voyait une affection sincère dans ses yeux, que ce n'était pas de la charité ou de la curiosité, mais quelque chose de bien plus significatif. Puis, cet après-midi particulier, Alexander était arrivé avec une demande inhabituelle, lui demandant de l'accompagner non pas au parc ou à une galerie, mais au dock de Londres, où sa flotte marchande était amarrée. Et bien que le père d'Eleanor ait paru incertain quant aux convenances, Charlotte s'était portée volontaire pour les accompagner comme chaperon, sentant que c'était en quelque sorte important. Les docks étaient un monde entièrement étranger à l'expérience limitée d'Eleanor, tout en air salin, en bois qui craque et en homme qui crie. La Tamise s'étendant large et grise sous un ciel menaçant de pluie, et elle s'était sentie momentanément submergée par l'ampleur et l'activité jusqu'à ce que la main d'Alexander se pose sur son coude, rassurante et chaude même à travers son Spencer. Il l'avait fait marcher le long du quai, désignant chacun de ses navires avec une fierté discrète mais indubitable, lui racontant leurs noms et leurs histoires, comment le Méridien avait survécu à un ouragan au large de Gibraltar, comment la Rose des Vents avait été son premier navire acheté avec l'argent de ses prises de guerre, comment chacun représentait des années de sa vie et de son travail, et la liberté qu'il s'était construite en dehors des contraintes de l'attente aristocratique. « Cette flotte est l'œuvre de ma vie !» avait-il dit doucement, debout devant le plus grand navire, un 3-mâts marchand appelé le Navigateur qui se balançait doucement à l'ancre. « Tout ce que j'ai bâti qui est à moi seul, non hérité, ou accordé par un titre mais gagné. Je voulais que vous voyiez cela, que vous compreniez ce qu'a été ma vie avant de vous rencontrer et ce que j'espère qu'elle pourrait devenir. » Eleanor avait levé les yeux vers lui alors, voyant quelque chose de vulnérable sous son calme habituel. Et elle comprit avec une clarté soudaine qu'il partageait quelque chose de profond, lui confiant la chose qu'il appréciait le plus. Il lui avait tendu la main pour l'aider à monter à bord du navigateur, et lorsqu'elle plaça sa paume dans la sienne, elle sentit les callosités, preuve d'un homme qui avait travaillé de ses propres mains malgré son rang, et leurs doigts s'étaient attardés ensemble un instant de plus que ce que la nécessité exigeait, le premier lien physique véritablement délibéré entre eux, et Eleanor sentit ce contact dans tout son corps comme la promesse de quelque chose qu'elle osait à peine nommer. 16 juin 1818, et la carte de couleur crème qui arriva à la résidence Ashford portait l'écriture élégante de Lady Caroline Pembroke, invitant Eleanor à un thé intime dans l'après-midi. Et bien que chaque instinct l'avertît de ne pas accepter, son père l'avait exhorté à y assister, lui rappelant que Lady Caroline était l'hôtesse la plus influente de Londres et que refuser une telle invitation serait considéré comme la pire des présomptions sociales,
maintenant que le duc lui-même lui accordait son attention. Eleanor arriva à l'hôtel particulier des Pembroke à l'heure convenue, vêtue de sa deuxième meilleure robe d'après-midi, et sentant immédiatement qu'elle avait commis une grave erreur, car le salon était rempli non pas du rassemblement informel qu'elle avait anticipé, mais d'un public soigneusement sélectionné des femmes les plus redoutables de la société. Chacune positionnée comme des juges à un tribunal, avec Lady Caroline présidant depuis son fauteuil près de la fenêtre où la lumière rendait sa beauté presque éthérée. La conversation fut assez plaisante au début, des questions sur la santé de son père et des observations sur le temps exceptionnellement beau, mais ensuite Lady Caroline sourit avec une sympathie qui ressemblait à une lame et dit à quel point il était remarquable que le duc continue ses visites, et les autres femmes murmurèrent leur accord avec des expressions allant de la pitié à un amusement mal dissimulé. « Ma chère Miss Ashford, » continua Lady Caroline, sa voix douce comme le miel et absolument impitoyable. « Nous estimons qu'il est de notre devoir, en tant que femme d'expérience, de vous aider à comprendre clairement la situation afin que vous puissiez vous protéger d'une déception inévitable. Le duc de Thornmere est l'un des gentilshommes les plus en vue d'Angleterre, immensément riche, titré, et malgré ses années en mer, d'une apparence tout à fait présentable. Il se mariera, certainement, mais sa duchesse devra apporter des relations, de la beauté et de la jeunesse à l'union, devra être quelqu'un qui puisse gérer ses grandes demeures et représenter ses intérêts dans les plus hauts cercles de la société. Une autre femme, une vicomtesse dont Eleanor ne pouvait se souvenir du nom à travers le bourdonnement dans ses oreilles, se pencha en avant avec une fausse gentillesse et ajouta qu'Eleanor devait sûrement reconnaître ses propres limites, puis elles cataloguèrent ces limites avec une cruauté systématique, chaque mot atterrissant comme une pierre lancée avec une visée précise. Son âge, 28 ans, et bien après la fleur de la jeunesse que les gentilshommes préfèrent. Son apparence, agréable peut-être, mais manquant de la beauté requise pour l'épouse d'un duc. Sa pauvreté, si profonde que sa robe d'aujourd'hui était clairement refaite, à partir d'un vêtement plus ancien. Ses relations, un père qui était à peine de la petite noblesse et n'avait aucune influence dans les sphères politiques ou sociales. Son manque total d'expérience dans la gestion même d'un foyer modeste, sans parler des multiples domaines qui accompagnaient le titre de Thornmere. Lady Caroline livra l'évaluation finale avec un soupir de regret apparent, suggérant que le duc testait peut-être les limites de la charité ou avait peut-être un goût particulier pour la conversation intellectuelle qu'Eleanor satisfaisait temporairement, mais qu'il reconnaîtrait inévitablement l'impossibilité de tout attachement sérieux et choisirait de manière appropriée parmi les candidates convenables. « Vous devez vous préparer, Miss Ashford, » dit-elle avec cette terrible et douce sympathie, au moment où il retrouvera la raison et tournera son attention là où elle doit être. Il serait plus aimable de vous retirer maintenant, de protéger votre dignité et de lui permettre de poursuivre une union digne de sa position. Nous vous disons cela par gentillesse afin que vous ne soyez pas anéantis lorsque la réalité s'imposera. Eleanor resta figée sur sa chaise, sa tasse de thé tremblant dans sa main, sentant chaque espoir fragile des semaines passées s'effondrer en poussière sous le poids de vérité qu'elle avait toujours connu, mais qu'elle s'était permis d'oublier. 17 juin 1818. Et quand Alexander arriva à la résidence Ashford à 3 heures précises de l'après-midi comme c'était devenu son habitude immuable, Eleanor fit dire par la gouvernante qu'elle était souffrante et incapable de recevoir des visiteurs, observant de derrière le rideau de sa chambre la confusion traverser ses traits avant qu'il ne retourne à sa voiture, et la vue de sa silhouette s'éloignant lui fit mal à la poitrine même si elle se disait que c'était nécessaire, que c'était de l'autoprotection, que c'était le seul moyen de protéger ce qui restait de sa dignité avant que l'inévitable ne se produise. Le jour suivant, apporta une note de sa main distinctive, s'enquérant de sa santé,
et exprimant l'espoir de pouvoir revenir bientôt. Et Eleanor avait répondu par un bref message, le remerciant de son inquiétude, et suggérant qu'il serait peut-être préférable qu'ils ne continuent pas leur relation, car cela lui prenait sûrement du temps, sur des affaires plus importantes. La distance formelle de ces mots, si différente de leur récente conversation, que même les écrire la rendait malade. Le 19 juin, il revint et elle le refusa de nouveau, et elle pouvait entendre la tension dans sa voix alors qu'il parlait avec son père, demandant si une offense avait été commise ou s'il y avait quoi que ce soit qui nécessitait son attention, et son père n'avait aucune réponse à fournir au-delà d'assurances sur le bien-être général d'Eleanor, qui ne satisfaisait personne. Les notes continuèrent, chacune plus directe que la précédente, demandant ce qui avait changé, sollicitant la courtoisie d'une explication, et Eleanor répondit à chacune avec une formalité croissante, jusqu'à ce qu'elle écrive le genre de banalité vide qui pourrait être échangée entre de simples connaissances. Et elle savait par les brèves réponses qui revenaient que son retrait ne faisait pas que le déconcerter, mais lui causait une véritable détresse. Pourtant, elle ne pouvait s'arrêter, car les paroles de Lady Caroline résonnaient dans son esprit avec le poids de la vérité absolue. L'après-midi du 20 juin, Charlotte arriva à l'improviste et passa devant la gouvernante surprise pour se rendre directement dans la chambre d'Eleanor, trouvant sa cousine assise sur le rebord de la fenêtre avec un livre qu'elle ne lisait pas, et Charlotte demanda sans préambule de savoir ce qui s'était passé. Ce qui pouvait bien expliquer ce changement soudain, alors que quelques jours auparavant, Eleanor avait été plus heureuse que Charlotte ne l'avait jamais vue. Eleanor essaya de détourner la conversation, de prétendre que tout allait bien, mais Charlotte fut implacable, et finalement toute la terrible histoire se déversa, le fait de Lady Caroline et la destruction systématique de chaque espoir fragile, le catalogue d'inadéquations qu'Eleanor savait être vraies, la certitude qu'Alexander finirait par reconnaître l'impossibilité de leur attachement et la nécessité de se protéger, avant que cette prise de conscience n'arrive. Charlotte écouta avec une fureur croissante, puis prit les mains d'Eleanor et dit avec une conviction féroce que Lady Caroline était une créature vicieuse menacée par le lien authentique qu'Eleanor et Alexander partageaient. Et plus important encore, qu'Alexander s'était renseigné dans toute la société sur les fleurs préférées et les couleurs favorites d'Eleanor, qu'il avait été vu consultant des bijoutiers sur Bond Street, que tout dans son comportement suggérait un homme se préparant à faire une demande en mariage, et non un homme qui s'amusait simplement. Eleanor sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, l'espoir et la terreur se livrant une bataille si violente qu'elle pouvait à peine respirer, voulant désespérément y croire, mais incapable de surmonter le poids des preuves que la société avait fournies sur sa propre indignité, et elle avoua à Charlotte qu'elle était terrifiée, que si elle se permettait d'espérer pleinement, puis le perdait, cela détruirait quelque chose d'essentiel en elle qui avait survécu à 28 ans de résignation. Charlotte la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait, puis dit doucement que l'amour exigeait du courage, qu'Eleanor devait décider si elle risquait la douleur d'une perte potentielle ou garantissait la douleur d'un rejet délibéré. Et Eleanor savait qu'elle avait raison, mais ne pouvait pas encore se forcer à faire marche arrière. Le 21 juin, Alexander arriva à la résidence Ashford à midi plutôt qu'à son heure habituelle de l'après-midi. Et quand Eleanor envoya son refus, il ne partit pas, mais informa plutôt la gouvernante qu'il attendrait. Et il resta sur le seuil pendant 3 heures, jusqu'à ce que le père d'Eleanor intervienne enfin. Et Eleanor entendit des voix s'élever en bas, bien qu'elle ne pût discerner les mots, puis les pas d'Alexander dans les escaliers, la protestation de son père. Et puis le duc de Thornmere se tenait dans l'embrasure de sa porte, avec une expression qui était à part égale frustration et désespoir, exigeant de savoir ce qui avait changé et refusant d'accepter autre chose que la vérité. Eleanor se leva de sa chaise, le dos à la fenêtre, tentant de retrouver la distance formelle qu'elle avait maintenue dans ses notes, mais Alexander ferma la porte derrière lui avec une maîtrise prudente
et dit d'une voix tendue par la frustration qu'il avait été patient, qu'il avait envoyé des demandes et reçu en retour des banalités vides de sens, et qu'il ne quitterait pas cette pièce tant qu'elle n'aurait pas expliqué ce qui avait si radicalement changé entre eux, alors que 5 jours auparavant à peine. Ils se tenaient ensemble sur les quais, et elle lui avait souri avec ce qu'il avait cru être une affection sincère. Elle essaya de parler, de fabriquer une excuse acceptable sur le fait de reconsidérer la pertinence de leur relation, mais il traversa la pièce en 3 enjambées et dit qu'il voulait la vérité, pas le genre de fiction polie qu'elle écrivait, et elle put voir le désespoir sous son extérieur contrôlé, la façon dont ses mains se crispaient sur ses flancs, comme s'il voulait la prendre, mais se retenait. « Que vous ont-elles dit ?» demanda-t-il. « Quel poison la société a-t-elle planté qui vous a convaincu de vous retirer si complètement ?» Et la franchise de sa question brisa ce qui restait du sang-froid d'Eleanor, car elle ne pouvait maintenir la comédie face à une telle honnêteté brute. « Lady Caroline m'a invité à prendre le thé, » dit-elle doucement, et les mots sortirent dans un flot précipité, le catalogue minutieux de ses insuffisances, l'explication systématique des raisons pour lesquelles un duc ne pourrait jamais envisager sérieusement d'épouser quelqu'un d'aussi totalement inapproprié, la terrible gentillesse avec laquelle elles avaient détaillé chaque raison pour laquelle elle était destinée à la déception. Alexander écouta avec une fureur croissante qui transforma ses traits, et quand elle eut fini, il dit avec une rage à peine contenue que Caroline Pembroke était une créature vicieuse qui ne pouvait tolérer de voir une connexion authentique parce qu'elle ne l'avait jamais vécue elle-même. Puis sa voix s'adoucit, et il demanda à Eleanor de le regarder, de vraiment le regarder, et de lui dire si elle croyait qu'il était le genre d'homme à passer des semaines en cours assidus comme une forme d'amusement cruel. Elle croisa ses yeux et vit en eux quelque chose qui lui coupa le souffle. Une intensité de sentiment qu'il avait soigneusement maîtrisée jusqu'à ce moment, et il dit que pendant 34 ans, il avait évolué dans la société en se sentant absolument seul, entouré de gens qui voulaient son titre, sa fortune ou son influence, mais qui ne le voyaient jamais comme autre chose que ses attributs extérieurs. « Quand je vous ai parlé sur la terrasse de Lady Pembroke, continua-t-il, sa voix baissant d'un ton, vous avez parlé de la navigation et des étoiles avec une telle intelligence et une telle passion que pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment vu, non pas comme un duc ou un commandant de marine, mais comme un homme avec des pensées et des intérêts qui comptaient au-delà de leur utilité. Chaque conversation depuis n'a fait qu'approfondir ce sentiment. Chaque moment dans votre compagnie a été une révélation de ce que pourrait réellement signifier une connexion, et vous croyez que j'abandonnerai cela, parce que la société a des opinions sur votre âge ou la fortune de votre père. » Eleanor sentit les larmes commencer à couler tandis qu'il parlait, les murs qu'elle avait soigneusement construits s'effondrant sous le poids de ses mots. Et quand il tendit la main pour prendre les siennes, elle ne se retira pas, mais s'agrippa à ses doigts comme s'ils étaient la seule chose solide dans un monde devenu incertain. « Je vois votre valeur, Eleanor, » dit-il avec une conviction féroce. « Je vois votre intelligence, votre dignité et votre capacité à ressentir sincèrement, et ces qualités sont plus rares et plus précieuses que tout ce que la société prétend mesurer. » Il lui dit qu'il s'était préparé à clarifier ses intentions de manière plus formelle, mais que son retrait avait forcé sa main, qu'il ne pouvait supporter un jour de plus qu'elle se croie indigne, alors que la vérité était qu'il se sentait indigne d'elle, du don d'être vraiment connu par une autre personne. Elle murmura qu'elle était terrifiée, que se permettre d'espérer pleinement lui donnait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, et il dit doucement qu'il comprenait la peur, mais qu'il lui demandait de lui faire confiance, de lui donner le temps de prouver que ses sentiments n'étaient pas une aberration temporaire, mais une certitude qui n'avait fait que se renforcer chaque jour. La soirée du 23 juin 1818
amena la soirée musicale de Lady Harrington, un événement auquel Eleanor assista avec un optimisme prudent restauré par la déclaration d'Alexander, arrivant à son bras avec la conscience que la société observait chacun de leurs mouvements avec un intérêt aiguisé et une spéculation qui était passée de la moquerie à une véritable curiosité quant à la cour sans précédent du duc envers quelqu'un d'aussi totalement inapproprié, selon les mesures conventionnelles. Alexander avait été attentionné tout au long de la semaine suivant leur confrontation dans sa chambre, venant la voir chaque jour avec une constance inébranlable. Et Eleanor s'était permis d'espérer avec moins de réserve, bien que le doute murmurât encore aux confins de sa confiance retrouvée. Et elle remarqua comment sa main sur son coude la guidait à travers les invités assemblés, avec une possessivité qui était à la fois excitante et légèrement troublante dans son intensité. Il venait de s'installer sur des sièges près du pianoforte, où une jeune soprano se préparait à chanter lorsqu'une vague d'excitation parcourut la pièce, les têtes se tournant vers l'entrée avec le genre d'anticipation collective qui signalait l'arrivée de quelqu'un d'une importance significative, et Eleanor suivit le regard général pour voir un homme d'une beauté remarquable entrer avec l'assurance facile de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention, ses traits aristocratiques et son port indubitablement royal. Elle sentit Alexander se raidir à côté d'elle, sa main se resserrant presque imperceptiblement sur la sienne, et elle jeta un coup d'œil à son visage pour y trouver une expression de déplaisir contenu qui transforma sa réserve habituelle en quelque chose de froid et de vigilant. Et elle murmura une question sur le nouveau venu, alors même que Lady Harrington se précipitait avec des salutations effusives qui confirmèrent le soupçon d'Eleanor qu'il s'agissait de quelqu'un de rang considérable. « Le prince Frédéric de Saxe-Cobourg » murmura Alexander en réponse, sa voix soigneusement neutre mais avec une nuance qui suggérait une histoire entre eux. Et Eleanor regarda le prince accepter les attentions de Lady Harrington avec un charme étudié, avant que son regard ne balaie la pièce avec la qualité évaluatrice de quelqu'un cataloguant des informations utiles. Et elle sentit le moment où ses yeux trouvèrent Alexander, car quelque chose changea dans son expression. Un intérêt plus vif qui la rendit inexplicablement mal à l'aise. Le prince se fraya un chemin à travers les invités assemblés avec une grâce tranquille, acceptant les présentations et accordant son attention avec la discrimination de quelqu'un qui comprenait le pouvoir de la faveur sélective, et Eleanor se dit qu'il n'y avait aucune raison pour la tension croissante qu'elle sentait dans la posture d'Alexander, ou la façon dont son attention s'était fixée sur la progression du prince, avec la concentration d'un commandant de marine suivant un navire ennemi. Lorsque le prince Frédéric les atteignit enfin, Lady Harrington fit les présentations avec une excitation à peine dissimulée de faciliter une rencontre aussi illustre, et le prince salua Alexander avec une chaleur qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux calculateurs, faisant référence à leur dernière rencontre lors d'une réception navale à Portsmouth, où, apparemment, un contrat pour l'expédition de fournitures vers le continent avait été en discussion. Eleanor se retrouva soumise à toute l'attention du prince lorsqu'il demanda à être présenté à la compagne d'Alexander, et la façon dont il lui prit la main et s'inclina dessus avec une courtoisie exquise, tout en disant qu'il était enchanté de rencontrer quiconque, avait capturé l'intérêt notoirement difficile à obtenir du duc de Thornmere, la fit se sentir à la fois flattée et étrangement exposée, comme si elle était évaluée à des fins qu'elle ne pouvait discerner. Le prince s'installa en conversation avec eux, malgré les signaux clairs d'Alexander que sa présence n'était pas la bienvenue, interrogeant Eleanor sur ses intérêts, avec un charme qui semblait conçu pour la faire parler. Et elle se surprit à répondre à ses questions sur la littérature et la musique, tout en étant parfaitement consciente de l'irritation à peine réprimée d'Alexander à côté d'elle. Lorsque le prince Frédéric exprima son ravissement devant ses connaissances et suggéra qu'il devait organiser une réception où une telle conversation pourrait se poursuivre, étendant une invitation à une fête sur la Tamise la semaine suivante, où il promit un divertissement digne de leur présence,
Eleanor jeta un coup d'œil à Alexander pour le trouver regardant le prince avec une expression qui, chez tout autre homme, pourrait être qualifiée d'hostile. Et le prince rencontra ce regard avec un léger sourire qui suggérait qu'il avait obtenu précisément la réaction qu'il désirait, et Eleanor réalisa avec une inquiétude naissante qu'elle était en quelque sorte devenue une pièce dans un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. La fête sur la rivière du 28 juin 1818 se déroula avec une magnificence si élaborée qu'elle semblait conçue pour submerger les sens et détourner l'attention de l'objectif calculateur sous sa splendeur, avec 3 barges royales décorées de soie et de fleurs ancrées dans une position stratégique sur la Tamise, où l'eau reflétait le soleil de l'après-midi et créait une atmosphère d'irréalité et de conte de fées qui donna à Eleanor l'impression d'être entrée dans une scène d'une histoire fantastique où elle n'avait pas tout à fait sa place. Elle arriva avec Alexander, dont la tension était palpable malgré son attitude contrôlée, sa main dans son dos possessive, alors qu'ils montaient à bord de la plus grande barge où le prince Frédéric les accueillit, avec une chaleur expansive qui semblait jouer. Son sourire n'atteignant jamais tout à fait des yeux qui les évaluaient avec le calcul froid de quelqu'un exécutant une stratégie soigneusement conçue. Le prince insista pour escorter personnellement Eleanor à travers les divers divertissements qu'il avait organisés, un quatuor jouant sous un dais de soie, des tables chargées de mets délicats du continent, et des serviteurs circulant avec du champagne dans des verres de cristal qui attrapaient la lumière et scintillaient comme la fausse promesse de tout l'après-midi. Et elle sentit la réticence d'Alexander à la laisser partir se heurter à son incapacité à refuser une demande royale sans causer une offense qui se reflèterait négativement sur eux deux. Le prince Frédéric la guida jusqu'au bastingage de la barge royale avec un contact propriétaire qui la mettait mal à l'aise, lui montrant des caractéristiques des autres navires et parlant des palais qu'il avait visités à Vienne et à Paris, des cours où la beauté et l'esprit étaient dûment appréciés et récompensés par des positions d'influence et de sécurité que même le plus riche noble anglais ne pouvait fournir, et ses paroles portaient une nuance qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer, mais qui la rendait de plus en plus mal à l'aise. Elle jeta un coup d'œil en arrière pour trouver Alexander les observant avec une intensité qui suggérait une fureur à peine contenue, sa conversation avec Lord Harrington étant clairement un prétexte, tandis que son attention restait fixée sur sa position, et elle réalisa que quoi qu'il se passât entre ces deux hommes, cela avait très peu à voir avec sa personne réelle, et tout à voir avec une compétition à laquelle elle n'avait pas consenti à participer. Le prince la conduisit dans une zone plus isolée de la barge, soi-disant pour lui montrer une meilleure vue des ponts de la Tamise, mais l'intimité semblait délibérée et menaçante, et il se tourna vers elle avec un sourire qui ne se donnait plus la peine de feindre une chaleur sincère, et dit qu'elle comprenait sûrement que sa position était précaire, attachée à un duc par aucun arrangement formel, tandis que la société attendait de voir si son intérêt s'estomperait comme de telles choses le faisaient souvent. Il parla de sécurité et de certitude, de la façon dont une femme dans sa situation pourrait bénéficier du patronage de quelqu'un disposant de ressources qui transcendaient les frontières nationales. De comment il pourrait lui offrir des choses que même Alexander, avec tous ses navires et sa richesse, ne pourrait fournir, des titres et une position qui la rendraient intouchable par les jugements cruels de la société anglaise qu'il avait si longtemps méprisée. Eleanor sentit une froide compréhension s'installer en elle, alors qu'elle reconnaissait qu'elle était utilisée comme une pièce dans un jeu de fierté et de rivalité masculine, que le prince Frédéric ne se souciait nullement d'elle en tant que personne, mais la voyait seulement comme un moyen de blesser Alexander et de prouver un point sur le pouvoir et la préséance qui n'avaient rien à voir avec un sentiment authentique. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse qui équilibrerait la dignité avec la nécessité politique de ne pas offenser la royauté, Alexander apparut à ses côtés avec la rapidité déterminée de quelqu'un qui s'était retenu avec difficulté, et le regard qu'il adressa au prince Frédéric portait une hostilité si à peine contenue
que l'air entre eux semblait crépiter de tension, et Frédéric rencontra ce regard avec un léger sourire qui reconnaissait le défi et suggérait qu'il s'en réjouissait, et Eleanor comprit avec une terreur grandissante que la situation évoluait vers une confrontation qui détruirait la paix fragile que sa vie avait récemment atteinte. Les 4 jours qui suivirent la fête sur la rivière transformèrent le bonheur hésitant d'Eleanor en une anxiété suffocante. Car le prince Frédéric continuait sa poursuite calculée, avec un acharnement qui ressemblait moins à une cour qu'à une guerre de siège conçue pour prouver un point qui n'avait rien à voir avec un sentiment authentique, ses cadeaux arrivant chaque matin avec une présentation élaborée qui attirait l'attention des voisins et des passants qui observaient la résidence Ashford avec l'intérêt avide des spectateurs d'une représentation théâtrale. Le 2 juillet, un arrangement de serres d'orchidées exotiques arriva avec une carte faisant référence au palais de Vienne, où de telles fleurs poussaient dans des conservatoires royaux. Le 3 juillet, un éventail orné de bijoux que le père d'Eleanor évalua à plus que leur revenu annuel et regarda avec une expression d'espoir désespéré qui la rendit malade. Le 4 juillet, un volume de poésie en édition originale si rare que même Alexander, avec toutes ses ressources, aurait du mal à l'acquérir, chaque cadeau étant une escalade calculée destinée à démontrer que les ressources du prince transcendaient tout ce qu'un simple duc anglais pouvait offrir. La société s'était emparée de la compétition avec un enthousiasme vorace, chaque salon de Londres disséquant la situation sans précédent de 2 hommes aussi illustres, courtisant quelqu'un d'aussi totalement banal qu'Eleanor Ashford, et les spéculations allaient d'interprétations romantiques qui la faisaient passer pour une héroïne de roman à des évaluations cruelles selon lesquelles elle devait posséder un attrait caché du genre qu'on ne pouvait mentionner en bonne compagnie, et Eleanor se sentit se transformer de personne en symbole d'une rivalité masculine qui ne se souciait nullement de son humanité réelle. Elle essaya de retourner les cadeaux, mais les serviteurs du prince Frédéric avaient pour instruction de refuser. Et lorsqu'elle tenta d'envoyer une note lui demandant de cesser ses attentions, il répondit par une invitation à l'opéra dans une loge adjacente à la loge royale, une invitation qui venait avec le poids de l'attente sociale qui rendait le refus difficile, sans causer une offense qui pourrait affecter la position déjà précaire de son père. Alexander venait la voir chaque jour avec un désespoir mal dissimulé sous son attitude contrôlée, et Eleanor le regardait lutter contre des instincts, formés par des années de commandement naval et de retenue aristocratique, son besoin de revendiquer et de protéger se heurtant à une incapacité à articuler des émotions d'une manière qui pourrait la rassurer sur le fait qu'elle comptait au-delà du jeu qui se jouait, et elle se surprit à ressentir du ressentiment d'être traitée comme un territoire à défendre plutôt que comme une personne dont les sentiments méritaient d'être pris en considération. Le 5 juillet, elle donna enfin voix à la colère qui s'était accumulée sous son anxiété, demandant à Alexander dans le salon de son père si ses attentions la concernaient vraiment ou s'il s'agissait simplement de vaincre le prince dans un concours de fierté masculine, et elle le regarda lutter pour répondre. Sa mâchoire se crispant et ses mains se serrant comme s'il voulait la prendre, mais ne pouvait combler la distance entre ce qu'il ressentait et ce qu'il pouvait exprimer. Il lui dit qu'elle ne comprenait pas la situation, que le prince Frédéric était dangereux d'une manière qu'elle ne pouvait percevoir, que sa poursuite était spécifiquement conçue pour blesser Alexander à travers elle. Et elle répondit qu'elle comprenait parfaitement qu'elle était utilisée comme un pion par eux deux, que ni l'un ni l'autre ne semblait capable de la voir comme autre chose qu'un prix à gagner ou une arme à manier, et les mots sortirent avec une amertume qui la surprit, car elle n'avait pas réalisé à quel point la colère vivait sous sa peur. Alexander parut accablé, son contrôle prudent se fracturant pour révéler une véritable détresse. Et il essaya d'expliquer que ses sentiments étaient réels, même s'il luttait pour les exprimer correctement, que son souci pour sa sécurité et sa réputation ne relevait pas de la possession, mais d'une sollicitude sincère,
mais les mots vinrent avec hésitation et sans l'éloquence qui aurait pu combler le gouffre qui s'ouvrait entre eux. Ils se séparèrent dans une tension douloureuse, Eleanor se retirant dans sa chambre, avec un goût de cendre dans la bouche, et Alexander partant les épaules rigides d'une émotion frustrée. Et elle comprit que demain apporterait plus de cadeaux du prince, et plus d'attention de la société, et plus de ce jeu insupportable qui détruisait l'espoir fragile qu'elle avait osé nourrir. La demande d'audience privée arriva le matin du 6 juillet. Livrée par un messager royal dont la seule présence à la résidence Ashford attira les regards curieux des voisins et des passants, l'enveloppe de couleur crème portant le sceau de Saxe-Cobourg et contenant une invitation formulée avec une formalité si soignée qu'il semblait impossible de refuser sans causer une offense qui pourrait avoir des ramifications diplomatiques au-delà de la situation personnelle d'Eleanor. Elle savait qu'accepter était insensé, que rien de bon ne pouvait résulter d'une conversation privée avec un homme qui avait montré un intérêt si calculateur à l'utiliser comme une arme. Mais l'alternative de refuser un prince comportait ses propres dangers pour son père, dont le titre mineur et les finances précaires le laissaient vulnérable au déplaisir de ceux qui avaient plus de pouvoir et d'influence. Charlotte arriva moins d'une heure après avoir reçu la note d'Eleanor, son expression sombre mais déterminée, et ensemble elles se préparèrent à recevoir le prince Frédéric à 2 heures cet après-midi-là, dans le salon miteux qu'Eleanor avait un jour essayé de voir à travers les yeux d'Alexander, et qu'elle voyait maintenant à travers le prisme d'une humiliation certaine. Le prince arriva précisément à l'heure, avec un assistant qui resta dans le hall tandis que Frédéric entrait avec l'assurance facile de quelqu'un habitué à ce que sa présence soit la bienvenue et ses désirs satisfaits, son beau visage arrangé en une expression de chaude préoccupation qui n'atteignait pas des yeux qui évaluaient le mobilier usé, et le papier peint délavé de la pièce, avec le calcul froid de quelqu'un faisant l'inventaire des faiblesses. Il commença par des banalités qui ressemblait à un chat jouant avec une proie capturée, s'enquérant de la santé d'Eleanor et commentant l'intimité charmante de sa maison. Et elle se força à répondre avec la formalité polie que son père lui avait inculquée depuis l'enfance, tandis que Charlotte était assise rigidement à côté d'elle en tant que témoin et protection. Puis Frédéric changea, son ton devenant plus direct alors qu'il disait souhaiter clarifier ses intentions sans la confusion qui semblait avoir obscurci leurs précédentes interactions, et Eleanor sentit son estomac se nouer de terreur en reconnaissant le préambule de quelque chose qui briserait la fragile dignité qu'elle avait réussi à conserver. Il parla de palais, plus précisément d'une résidence qu'il contrôlait dans les principautés allemandes, qui était vide et pourrait être mise à la disposition de quelqu'un dont il appréciait la compagnie, et il mentionna un revenu qui lui serait alloué, et des dispositions prises pour les dettes de son père, et les mots furent prononcés avec une telle précision qu'il fallut plusieurs instants à Eleanor pour comprendre pleinement qu'il lui offrait non pas le mariage, mais la position de maîtresse reconnue, un arrangement qui lui fournirait une sécurité financière en échange de sa personne et de sa réputation. Elle sentit le sang quitter son visage, alors que la compréhension la submergeait, l'humiliation si complète et dévastatrice que pendant un moment, elle ne put respirer. Et la main de Charlotte trouva la sienne, et la serra fort, tandis que le prince continuait avec une clarté horrible à expliquer que sa rivalité avec le duc de Thornmere provenait de l'ingérence d'Alexander dans des contrats navals qui avaient coûté des sommes considérables à Frédéric, et que le choix d'Eleanor entre eux démontrerait qui détenait vraiment le pouvoir et quelle demande méritait la préséance. Il dit ces choses sans honte ni tentative de prétexte romantique, révélant qu'elle n'avait jamais été rien de plus qu'un pion commode dans un jeu de fierté masculine, et Eleanor sentit quelque chose se durcir dans sa poitrine sous l'humiliation, un noyau de dignité qui refusait de se briser malgré tout. Elle se leva avec une maîtrise prudente et lui dit d'une voix qui ne tremblait que légèrement qu'elle devait décliner son offre généreuse, qu'elle n'accepterait pas une position qui ne comportait aucun honneur quels que soient les avantages financiers.
et elle lui demanda de quitter sa maison avec une fermeté qui la surprit étant donné le tremblement de ses membres. L'expression de Frédéric se mua en froid déplaisir alors qu'il se levait et lui disait qu'elle regretterait d'avoir choisi la pauvreté et l'incertitude plutôt que la sécurité, que le duc se lasserait de son engouement et qu'elle se retrouverait sans rien, et que lorsque cela arriverait, elle ne devait pas s'attendre à ce que son offre reste disponible, puis il partit, laissant Éléonore et Charlotte dans un silence qui ressemblait aux séquelles d'une tempête qui avait balayé toutes les illusions pour ne laisser que la vérité dévastatrice exposée. Le prince Frédéric ne possédait pas la grâce d'accepter un rejet en privé, et Éléonore aurait dû anticiper qu'un homme qui l'avait utilisé si cruellement comme une arme n'hésiterait pas à porter le coup de grâce de la manière la plus publique possible, mais elle s'était permis d'espérer que même la cruauté avait des limites, un espoir qui se brisa complètement le soir du 9 juillet, au bal de Lady Pembroke, où tout le Londres à la mode s'était rassemblé dans la salle de bal surchauffée qui sentait le parfum, la cire de bougie et l'odeur âcre de l'ambition sociale. Eleanor n'avait pas souhaité y assister. Mais son père avait insisté avec un désespoir qui lui fit comprendre à quel point leur position était devenue précaire, et Charlotte l'avait accompagnée avec une détermination sombre, toutes deux conscientes que la société observait la conclusion de la rivalité avec l'attention avide des spectateurs d'un combat de gladiateurs. Elle s'était habillée avec soin dans une robe qui était encore démodée de 3 saisons, mais la meilleure qu'elle possédât, et elle était entrée dans la salle de bal le menton levé et les mains fermes malgré le tremblement de ses membres, et elle avait vu Alexandre de l'autre côté de la pièce, son expression s'éclaircissant de soulagement lorsque leurs yeux se croisèrent, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre. La musique s'était arrêtée, et le prince Frédéric était monté sur l'estrade réservée aux annonces, avec l'assurance facile de la royauté habituée à commander l'attention. La pièce devint silencieuse, avec la brusquerie d'une porte qui claque, et Éléonore sentit la glace se répandre dans sa poitrine, alors que Frédéric souriait avec un charme parfait, et commençait à parler de générosité et des obligations de ceux que la fortune a bénis, d'aider ceux qui se trouvent dans des circonstances plus difficiles. Et elle comprit ce qui allait arriver dans le terrible instant, avant qu'il ne prononce son nom. Il annonça devant la foule assemblée qu'il avait fait une offre des plus généreuses à Miss Eleanor Ashford, une femme dont les circonstances exigeaient de la protection et la sécurité que seul un homme aux moyens substantiels pouvait fournir, et il détailla avec une horrible précision le palais dans les principautés allemandes, le revenu à allouer, la provision pour les dettes de sa famille et la nature de l'arrangement qu'elle occuperait dans sa maison, et les mots « maîtresse » et « compagne » ne furent jamais prononcés directement, mais flottaient dans l'air avec une clarté parfaite, alors que la société haletait, puis éclatait en murmures qui ressemblaient à un essaim de guêpes. Éléonore resta figée dans un moment qui sembla s'étirer en une éternité, son visage brûlant d'une humiliation si complète qu'elle ressemblait à une blessure physique, et elle regarda Frédéric présenter son offre insultante comme une charité magnanime, tout en indiquant clairement qu'elle l'avait refusée, la peignant à la fois comme présomptueuse d'aspirer au-delà de sa condition et sotte de refuser la sécurité pour des perspectives incertaines, avec un duc dont l'intérêt pourrait se révéler aussi temporaire qu'un engouement d'été. Lady Caroline rit, le son brillant et cruel comme du verre qui se brise, et d'autres se joignirent à elle, la moquerie se propageant dans la salle de bal comme le feu dans du bois sec, et Éléonore entendit des murmures sur son audace de se croire digne d'un prince ou d'un duc, sur l'absurdité de 2 hommes de ce rang se disputant quelqu'un d'aussi totalement banal, sur son âge, son apparence et sa pauvreté exposée au jugement de tous pour être jugé et trouvé insuffisant. Elle vit Alexandre se frayer un chemin à travers la foule vers elle, son visage transformé par une rage qui fit reculer les gens avec alarme. Mais elle ne pouvait supporter qu'il l'atteigne, ne pouvait endurer sa pitié ou sa colère en son nom, alors qu'elle était devenue l'instrument de son humiliation publique,
et elle se tourna et s'enfuit de la salle de bal avec ce qui restait de sa dignité, Charlotte la suivant de près, et le son des rires et du scandale les poursuivit dans la nuit, où la modeste voiture de son père attendait pour la ramener chez elle, à travers des rues qui semblaient plus sombres qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant. Eleanor refusa de voir quiconque dans les jours qui suivirent, se retirant dans sa chambre où les rideaux restaient tirés contre la lumière du jour qui semblait trop dure pour des yeux brûlants de larmes. Et elle exista dans un monde crépusculaire où la honte pesait comme un poids physique qui faisait de la respiration un acte de volonté plutôt qu'un instinct. Son père avait frappé à la porte le matin après le bal et avait demandé à travers le bois fermé si elle avait reconsidéré plus attentivement l'offre du prince, et l'espoir hésitant dans sa voix avait été une autre blessure, car elle comprenait son désespoir, même si elle ne pouvait devenir ce que Frédéric voulait qu'elle soit, ne pouvait échanger sa personne contre la solution à des dettes qui s'étaient accumulées sans qu'elle en soit responsable, mais qui les détruirait néanmoins. Charlotte venait chaque jour et était admise là où d'autres étaient renvoyés, s'asseyant à côté d'Eleanor dans la pièce sombre et lui tenant la main tandis que les bruits de Londres filtraient par les fenêtres, la vie ordinaire d'une ville qui continuait malgré la dévastation personnelle. Et le deuxième jour, Charlotte apporta la nouvelle que la société se régalait du scandale avec l'enthousiasme de loup sur une proie fraîche. Lady Caroline Pembroke avait organisé un thé où l'audace d'Eleanor était discutée avec un plaisir sauvage, le consensus étant qu'elle avait visé bien au-dessus de sa condition et que le prince et le duc avaient maintenant reconnu l'absurdité de leur intérêt temporaire pour quelqu'un d'aussi totalement banal, et il y avait des spéculations cruelles sur ce qu'Eleanor aurait pu faire pour capter ne serait-ce qu'une attention fugitive, des suggestions qui jetaient des ombres sur son caractère et sa vertu qui ne pourraient jamais être complètement dissipées. Alexander avait envoyé des messages qui arrivaient avec une régularité douloureuse, des notes livrées par son valet de pied qui attendait en vain des réponses qu'Eleanor ne pouvait se résoudre à écrire. Car que pouvait-elle dire à l'homme dont elle avait terni la réputation par le simple fait d'exister dans son orbite, dont le nom était maintenant lié dans le scandale à une femme que la société avait décidé de ne mériter que moquerie et pitié. Elle lisait ces mots à travers des larmes qui brouillaient l'encre, ses demandes de la voir et ses assurances que rien n'avait changé dans son estime, mais elle savait bien qu'il ne pouvait plus la vouloir après qu'elle fût devenue une source d'humiliation publique, après que le prince Frédéric eut fait comprendre à tout Londres exactement le peu de valeur qu'elle possédait. Le troisième jour, qui était le 12 juillet, et marquait 72 heures depuis qu'elle avait fui la salle de bal de Lady Pembroke, Eleanor entendit des voix s'élever dans le hall d'entrée en bas, les protestations de son père et les tons plus graves d'Alexander insistant avec une fermeté qui ne tolérait aucun refus qu'il ne partirait pas avant de lui avoir parlé. Et quand Charlotte vint lui dire que le duc était assis sur leur seuil et avait annoncé son intention d'y rester quel que soit le temps ou les convenances, Eleanor sentit quelque chose se fissurer dans la coquille de honte qui l'avait enfermée. Elle descendit les escaliers, les jambes tremblantes pour trouver Alexander dans leur salon miteux, son apparence débraillée d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, son foulard desserré et ses yeux cernés par le manque de sommeil, et quand il la vit, il se leva avec un tel soulagement que pendant un instant, elle put presque croire qu'elle comptait encore. Elle le lui dit avec autant de dignité qu'elle put rassembler qu'elle le libérait de toute obligation réelle ou imaginée, qu'il devait l'oublier et choisir quelqu'un dont la présence lui apporterait l'honneur plutôt que le scandale. Et elle regarda son expression passer du soulagement à quelque chose de féroce et de déterminé. Alors qu'il traversait la pièce, prenait ses mains dans les siennes et lui disait d'une voix qui tremblait d'une émotion à peine contenue de lui faire confiance, qu'il avait un plan qui ferait comprendre à la société ce qu'il avait su dès le premier instant où il l'avait vu se tenant seul au bord d'une salle de bal. Alexander quitta la résidence Ashford l'après-midi du 12 juillet, le poids du désespoir d'Eleanor s'accrochant encore à lui comme un brouillard de la Tamise, et il marcha dans les rues de Londres d'un pas déterminé.
qui fit s'écarter ceux qui se trouvaient sur son chemin, sans tout à fait comprendre pourquoi il se sentait obligé de le faire. Et moins d'une heure plus tard, il arriva à ses bureaux de transport près des quais, où l'odeur de goudron et d'eau salée flottait perpétuellement dans l'air, et les bruits du commerce et du travail créaient une symphonie qu'il comprenait depuis l'enfance, lorsqu'il avait pris la mer pour la première fois. Il convoqua ses directeurs commerciaux et ses capitaines, par des messages laconiques qui les firent se hâter vers son bureau privé, où des cartes de la Tamise couvraient un mur et des registres documentant les mouvements et les profits de sa flotte s'alignèrent sur les étagères en rangées ordonnées qui représentaient des années de travail minutieux et de risques calculés. Et lorsque 8 hommes se furent assemblés devant son bureau, avec des expressions allant de la curiosité à l'inquiétude, Alexander annonça son intention de couler délibérément toute sa flotte marchande selon un motif qui épellerait le nom d'Eleanor à travers la Tamise, visible de toutes les fenêtres et de tous les ponts à la mode de Londres. Le silence qui suivit sa déclaration dura peut-être 10 secondes, mais parut plus long, finalement rompu par son directeur principal, James Thornton, qui avait servi Alexander pendant 15 ans et survécu à 3 engagements navals et d'innombrables tempêtes, mais qui semblait maintenant avoir été frappé par la foudre et demanda avec une politesse soignée si sa grâce avait peut-être bu ou souffrait d'une fièvre qui affectait son jugement. Alexander le rassura qu'il était en pleine possession de ses facultés et procéda à l'explication de son raisonnement avec la même clarté qu'il avait autrefois utilisée pour planifier des manœuvres navales, étalant une carte détaillée de la Tamise sur son bureau et marquant les positions précises où chaque navire devait être sabordé pour former les lettres qui déclareraient à toute la société qu'Eleanor Ashford valait plus que sa fortune, plus que 12 navires qui représentaient l'œuvre de sa vie et le fondement de sa richesse. Plus que la bonne opinion de gens qui mesuraient la valeur en guinées et en pedigree, plutôt qu'en caractère et en intelligence. Ces hommes échangèrent des regards qui témoignaient de sérieux doutes sur sa santé mentale, et le capitaine Marcus Reed, qui commandait son plus grand navire, s'aventura à mentionner l'énorme perte financière qu'une telle action entraînerait, la cargaison qui serait détruite, les contrats qui seraient rompus, la réputation de fiabilité qui serait brisée. Mais Alexander trancha leurs objections avec un ton tranchant dans sa voix qui leur rappela à tous qu'il avait commandé des hommes au combat et ne tolérerait aucune insubordination lorsque son esprit était décidé. Il leur dit que la société avait présumé juger Eleanor et l'avait trouvée insuffisante sur la base de circonstances de naissance et de fortune qui n'avaient rien à voir avec sa véritable valeur, qu'un prince l'avait publiquement humilié pour s'en prendre à lui et qu'il ne permettrait pas à la femme qu'il avait l'intention d'épouser de croire un jour de plus qu'elle était en quelque sorte moins précieuse que l'or ou la propriété, ou l'estime vide de gens dont les opinions étaient formées par la méchanceté et l'envie plutôt que par la vérité. La planification commença alors avec l'attention méticuleuse aux détails qui avaient fait le succès d'Alexander dans les entreprises navales et commerciales, les calculs de marée et de courant, les mesures précises de distance et d'angle, les horaires coordonnés à l'heure près pour que chaque navire se positionne à son emplacement désigné, et surtout les arrangements pour s'assurer que chaque membre d'équipage serait évacué en toute sécurité avant que leur navire ne coule. Car Alexander sacrifierait sa fortune, mais pas une seule vie dans cette démonstration. Ces hommes restaient indubitatifs, mais loyaux, et alors que l'après-midi s'étirait en soirée et que les plans prenaient forme avec une spécificité croissante, Alexander s'assit à son bureau, sortit du papier frais et écrivit une lettre à Eleanor expliquant ce qui allait arriver et pourquoi. Sa main ferme, tandis qu'il formait des mots qui mettaient son cœur à nu d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Car la retenue et le contrôle émotionnel étaient des luxes qu'il ne pouvait plus se permettre, alors que la femme qu'il aimait se croyait indigne d'être aimée. L'aube se leva sur Londres le 15 juillet, avec un ciel de la couleur d'une perle pâle
et tandis que la plupart de la société à la mode dormait encore après une autre nuit de divertissements et de commérages, Alexander Ravenscroft se tenait sur le pont du navire marchand Serafina à ses amarres, près du pont de Londres, et donna l'ordre qui commencerait la destruction délibérée de tout ce qu'il avait construit en 15 ans de commerce et d'investissement prudent. L'équipage avait été évacué dans les heures précédant le lever du soleil, avec des primes qui assurèrent leur loyauté et leur silence. Et maintenant, seuls Alexander et le capitaine Marcus Reed restaient à bord, alors que les vannes de mer étaient ouvertes et que l'eau commençait à se précipiter dans la cale avec un bruit semblable à celui de l'océan, reprenant ce qui lui avait toujours appartenu, et en 10 minutes, le navire s'enfonça plus bas dans l'eau, tandis qu'Alexander et Marcus montaient dans la chaloupe qui attendait et s'éloignaient pour regarder la Serafina couler à la position précise qui formerait la première lettre du nom d'Eleanor. En milieu de matinée, lorsque le Londres respectable commençait à s'agiter, le deuxième navire coula à la vue de tous ceux qui traversaient le pont de Westminster, et la confusion commença alors que les dockers et les marchands se rassemblaient le long de la Tamise pour spéculer sur des accidents et des erreurs de navigation. Tandis qu'Alexander se déplaçait méthodiquement d'un navire à l'autre avec ses capitaines qui avaient mémorisé les coordonnées et exécutaient le plan avec une précision militaire. Eleanor se réveilla ce matin-là dans sa chambre, les yeux encore gonflés de larmes, et trouva une lettre qui avait été glissée sous sa porte dans la nuit, l'écriture d'Alexander sur l'enveloppe qu'elle ouvrit avec des doigts tremblants pour lire des mots qui firent s'arrêter son cœur puis battre la chamade avec un mélange de terreur et d'incrédulité. Il écrivait qu'au moment où elle lirait ceci, l'opération aurait déjà commencé, qu'il coulait chaque navire de sa flotte pour épeler son nom à travers la Tamise, afin que tout Londres soit forcé de voir ce qu'il avait su dès le premier instant où il lui avait parlé sur la terrasse de Lady Pembroke. Qu'elle valait plus que l'or ou la propriété, ou l'estime vide de gens qui mesuraient la valeur en guinées au lieu du caractère. Il écrivait que sa fortune ne signifiait rien si elle se croyait indigne, qu'il préférerait être un pauvre avec son amour qu'un homme riche seul, et que la société devait comprendre qu'elle n'était pas la chanceuse dans une union entre eux, mais que c'était plutôt lui qui était béni, au-delà de toute mesure qu'elle ait accepté de le laisser la courtiser. Eleanor lut la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent la coquille de chagrin qui l'avait enfermée. Puis elle se mit à courir dans les escaliers en appelant Charlotte qui arriva moins d'une heure plus tard pour trouver Eleanor. Folle de peur et d'espoir et de la terrible compréhension qu'Alexander se détruisait pour prouver quelque chose qu'elle croyait déjà, que son estime était sincère et son amour réel. En début d'après-midi, la nouvelle s'était répandue dans Londres à la vitesse d'une flamme sur de la paille sèche, et la société sortit de ses maisons pour se diriger vers la Tamise afin d'assister au spectacle impossible du duc de Thornmere, coulant délibérément navire après navire, selon un motif qui commençait à former des lettres visibles de chaque ponte et fenêtre à la mode. Et les murmures passèrent de la confusion au choc, puis à l'admiration stupéfaite, à mesure que la prise de conscience se propageait qu'il épelait un nom, qu'il déclarait son amour d'une manière qui ne pourrait jamais être ignorée, rejetée ou expliquée par ceux qui s'étaient moqués d'Eleanor Ashford et l'avaient trouvée insuffisante. À 3 heures de l'après-midi le 15 juillet, tout le Londres à la mode avait abandonné ses salons et ses rendez-vous d'après-midi pour se presser à tous les points de vue disponibles surplombant la Tamise. Et les ponts étaient si encombrés de spectateurs que le flot habituel de la circulation s'arrêta complètement, tandis que les voitures étaient abandonnées et que leurs occupants se pressaient contre les balustrades pour assister à ce qui ne pouvait être décrit que comme soit le plus grand geste romantique de l'histoire de l'Angleterre, soit la plus spectaculaire démonstration de folie jamais entreprise par un père du royaume. Le 7e navire coula alors qu'Eleanor et Charlotte arrivaient au pont de Westminster dans un fiacre loué qui avait mis 2 fois plus de temps que d'habitude pour naviguer dans des rues encombrées de gens se dirigeant tous dans la même direction vers le fleuve,
Et quand Eleanor se tint enfin parmi la foule avec Charlotte s'agrippant à son bras pour la soutenir, elle regarda l'eau et vit avec une clarté parfaite les lettres que la flotte d'Alexander formait sur toute la largeur de la Tamise, chaque navire coulé marqué par des débris flottantes et des bateaux tournant autour pour s'assurer qu'aucune vie n'était perdue, et la vue la frappa avec une telle force que ses genoux faiblirent, et Charlotte dut la maintenir debout. La lettre E était entièrement formée près du pont de Londres, le L prenant forme juste au-delà, et même les membres de la société qui s'étaient moqués le plus cruellement d'Eleanor se tenaient maintenant silencieux alors qu'ils comprenaient l'ampleur de ce que le duc de Thornmere était en train de faire, détruisant des navires, valant des milliers et des milliers de livres pour épeler le nom d'une femme qu'ils avaient jugée indigne d'attention. Le prince Frédéric se tenait sur la terrasse de son manoir emprunté avec une vue imprenable sur la Tamise et un verre de vin qu'il n'avait pas touché depuis plus d'une heure, regardant son humiliation soigneusement construite d'un rival se transformer en sa propre défaite, car il n'y avait aucun palais, aucun titre, aucune promesse de sécurité qui pourrait rivaliser avec un homme prêt à couler toute sa fortune pour prouver la valeur d'une femme. Et la fureur qui brûlait dans sa poitrine était tempérée par une reconnaissance à contre-cœur qu'il avait été complètement déjoué. Lady Caroline Pembroke observait depuis les fenêtres de son propre salon avec un groupe de femmes de la société qui s'étaient rassemblées cet après-midi pour jouer aux cartes et bavarder, et les commentaires chuchotés qui remplissaient habituellement de telles réunions s'étaient tus dans un silence choqué, alors que navire après navire se mettait en position, et Caroline sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années, une compréhension écœurante qu'elle avait fondamentalement mal jugé à la fois le caractère du duc et la valeur d'Eleanor Ashford, bien qu'elle n'exprimerait jamais de telles pensées à voix haute. À 5 heures de l'après-midi, lorsque le 11e navire commença sa descente contrôlée, Eleanor pleurait ouvertement sans se soucier des centaines de personnes qui pouvaient voir ses larmes, et Charlotte pleurait à côté d'elle tout en expliquant aux badauds curieux que c'était Eleanor Ashford, la femme dont le nom était écrit sur le plus grand fleuve de Londres dans une déclaration dont on parlerait pendant des générations. Le dernier navire coula alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon ouest, et la lettre R se mit en place pour compléter le nom Eleanor, en lettres si grandes qu'elles pouvaient être lues de n'importe quelle adresse à la mode à Londres, et les foules qui avaient observé dans divers états de choc, d'admiration et d'incrédulité commencèrent à acclamer avec un rugissement qui résonna sur les bâtiments bordant la Tamise et sembla secouer les ponts même sous leurs pieds. Alexander apparut à la résidence Ashford alors que le soleil descendait vers l'horizon le 15 juillet, arrivant dans une voiture de location car la sienne était encore au dock, ses vêtements trempés pour avoir supervisé la descente du dernier navire, ses cheveux sombres plaqués sur son front par l'eau de la Tamise, la sueur et l'effort d'orchestrer la plus grande déclaration romantique que Londres ait jamais vue. Il passa devant le majordome sans attendre d'être annoncé, et trouva Eleanor dans le salon, où elle était revenue avec Charlotte après avoir assisté au spectacle depuis le pont de Westminster. Et lorsqu'elle se tourna pour le voir debout dans l'embrasure de la porte, ressemblant à un homme qui venait de livrer une bataille navale et de la gagner, quelque chose se brisa dans sa poitrine, qui avait été enfermée depuis l'enfance, lorsqu'elle avait compris pour la première fois que le monde l'avait mesurée et l'avait trouvée insuffisante de toutes les manières qui étaient censées compter. Alexander traversa la pièce en 4 enjambées et fit alors quelque chose qui serait rapporté dans toutes les feuilles de scandale et dont on parlerait dans tous les salons pendant des semaines. Il tomba à genoux devant elle sur le tapis usé du modeste salon de son père, tandis qu'à l'extérieur, une foule avait commencé à se rassembler, car la nouvelle s'était répandue dans les rues que le duc de Thornmere se dirigeait vers la résidence Ashford, et que toute Londres voulait assister à ce qui se passerait ensuite dans la plus grande romance de l'époque. Il prit sa main dans les siennes, et sa voix était rauque d'épuisement et d'émotion lorsqu'il dit qu'il avait coulé 12 navires,
d'une valeur de plus de 50 000 livres, pour épeler son nom à travers la Tamise, parce que la société devait comprendre ce qu'il avait su dès le premier instant où il lui avait parlé, qu'Eleanor Ashford valait plus que toute sa fortune, chaque navire qu'il possédait et tout l'or de la Banque d'Angleterre, et qu'il préférait vivre dans la pauvreté avec elle comme épouse que de passer un jour de plus en homme riche et seul. Eleanor ne pouvait parler à cause des larmes qui lui étranglaient la gorge et de la réalité écrasante que cet homme qui aurait pu choisir n'importe quelle femme en Angleterre avec sa beauté, sa fortune et son pedigree parfait l'avait choisi, elle avait détruit sa flotte marchande pour prouver sa valeur à un monde qui l'avait jugée indigne d'attention pendant 28 ans. Il lui demanda de l'épouser avec des mots simples et directs, car il avait déjà fait sa déclaration d'une manière qui ne pouvait jamais être mal comprise ou oubliée. Et quand Eleanor murmura « oui » à travers ses larmes, et le tira sur ses pieds pour pouvoir l'embrasser, sans se soucier de qui pourrait regarder par les fenêtres, la foule qui s'était rassemblée à l'extérieur éclata en acclamations qui purent être entendues à 3 rues de là. Ils se tinrent l'un contre l'autre tandis que Charlotte pleurait des larmes de joie et que le père d'Eleanor apparaissait dans l'embrasure de la porte, l'air stupéfait, soulagé et dépassé, et à travers les fenêtres, la Tamise était visible avec l'épave de la flotte d'Alexander, épelant toujours le nom d'Eleanor, en lettres assez grandes pour être lues de n'importe où dans le Londres à la mode. Un rappel permanent que le véritable amour mesurait la valeur selon des normes différentes, des règles cruelles et arbitraires de la société. Le prince Frédéric de Saxe-Cobourg quitta Londres le lendemain matin sans fanfare ni adieu, comprenant qu'aucun palais ni titre royal ne pouvait rivaliser avec ce qu'Alexander avait offert à Eleanor, et Lady Caroline Pembroke se tenait à la fenêtre de son salon, regardant la résidence Ashford entourée de foules en liesse, et sentit la froide compréhension qu'elle avait fondamentalement tout mal jugé à propos d'Eleanor Ashford, du duc de Thornmere et de la nature de l'amour lui-même. La nouvelle des fiançailles d'Eleanor Ashford avec Alexander Ravenscroft, duc de Thornmere, se répandit dans Londres avec une vélocité qui dépassa même le choc initial du naufrage de la flotte, et le matin du 16 juillet, il n'y avait pas un salon ou un club de gentlemen dans la société à la mode, où le sujet n'était pas discuté avec des réactions allant de l'admiration romantique à la spéculation cynique, en passant par la reconnaissance à contre-cœur que quoi qu'on puisse dire du duc, personne ne pouvait remettre en question la sincérité de son attachement à une femme pour qui il avait sacrifié 12 navires et plus de 50 000 livres. Eleanor se réveilla dans son lit étroit de la modeste maison de ville de son père pour constater que son monde entier s'était transformé du jour au lendemain, et lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, elle découvrit le hall d'entrée rempli de fleurs et de cadeaux de sympathisants, qui 48 heures plus tôt auraient traversé la rue pour éviter de la saluer, une hypocrisie si flagrante qu'elle aurait pu être amusante si elle n'avait pas été si douloureuse dans son rappel de la manière dont l'estimation de sa valeur par la société dépendait entièrement d'une validation externe plutôt que de toute qualité inhérente qu'elle possédait. Alexander arriva à 10 heures du matin, l'air considérablement plus présentable que la veille au soir, impeccablement vêtu et portant une bague qui avait appartenu à sa grand-mère. Et lorsqu'il la glissa au doigt d'Eleanor dans le salon avec son père, et Charlotte comme témoin, elle sentit son poids comme à la fois une promesse et un bouclier contre le monde qu'il avait si longtemps méprisé. Il lui dit, autour d'un thé, que les navires avaient bien été assurés, bien que pas pour leur pleine valeur, et que si la perte financière était suffisamment substantielle pour qu'ils doivent réduire certaines dépenses et retarder certaines entreprises commerciales, il était loin d'être ruiné et avait soigneusement calculé le coût avant d'entreprendre ce geste, car il voulait qu'elle sache que c'était un choix délibéré plutôt qu'un moment de passion incontrôlée. Le père d'Eleanor pleura ouvertement en remerciant Alexander d'avoir restauré non seulement les perspectives de sa fille, mais aussi sa dignité.
Et Charlotte étreignit Éléonore avec une joie féroce tempérée par la conscience de la façon dont sa cousine avait failli être détruite par la cruauté de la société avant l'intervention spectaculaire d'Alexander. L'après-midi amena un flot constant de visiteurs que la modeste maison d'Eleanor pouvait à peine accueillir, et elle les reçut tous avec une grâce qui la surprit elle-même, découvrant que la confiance qu'Alexander voyait en elle avait commencé à prendre racine d'une manière qui ne dépendait plus uniquement de sa perception, mais était devenue quelque chose qu'elle pouvait ressentir en elle-même. Lady Caroline Pembroke envoya un arrangement élaboré de roses blanches avec une note exprimant sa joie pour les fiançailles, et Eleanor lut les mots soigneusement choisis qui ne contenaient aucune reconnaissance de la cruauté passée, et ressentit une froide clarté sur qui était exactement cette femme sous sa beauté et sa position sociale. Alexander resta à ses côtés tout au long du défilé épuisant de visiteurs, et lorsqu'ils eurent enfin un moment seuls en début de soirée, il lui prit la main et lui demanda si elle était certaine de vouloir se marier dans cette vie où chaque instant serait observé et chaque choix scruté. Et Eleanor regarda cet homme qui avait vu sa valeur quand personne d'autre ne l'avait vue et lui dit qu'elle préférait affronter l'attention de la société à ses côtés que de vivre un jour de plus dans l'obscurité invisible qu'elle avait habitée avant qu'il ne lui demande son avis sur les étoiles. Lady Caroline Pembroke arriva à la résidence Ashford le matin du 21 juillet dans une voiture bien trop grande pour la modeste rue, et quand Eleanor la reçut dans le salon, devenue inconfortablement bondée par le défilé constant de visiteurs cherchant à s'aligner avec la future duchesse de Thornmere. Elle sentit une froide clarté s'installer en elle qui n'avait rien à voir avec la nervosité et tout à voir avec la compréhension finale de qui était exactement assise en face d'elle, arrangée avec une grâce soignée sur le canapé usé. Caroline parla sur un ton de chaleureuse félicitation à propos des fiançailles et exprima des sentiments d'amitié qui auraient pu paraître sincères à quiconque n'avait pas passé les 3 derniers mois à être systématiquement humilié par cette femme. Et Eleanor écouta avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux et dit très peu de choses, car elle avait appris que le silence pouvait être sa propre forme de pouvoir lorsqu'il était manié avec intention. Lorsque Caroline suggéra délicatement que peut-être les malentendus passés pourraient être oubliés maintenant que la position d'Eleanor était assurée, Eleanor posa sa tasse de thé avec un soin délibéré et dit d'une voix douce mais contenant de l'acier qu'elle se souvenait de chaque mot prononcé dans les jardins et les salons, et que, bien qu'elle n'éprouvât aucune rancune particulière, elle ne prétendrait pas non plus que la cruauté devenait gentillesse simplement parce que les circonstances avaient changé. La façade de Caroline se fissura légèrement, assez pour qu'Eleanor voie le calcul en dessous, et lorsque la femme partit 10 minutes plus tard avec une formalité rigide, Eleanor sentit la bague de la grand-mère d'Alexander solide à son doigt, et comprit que fixer des limites avec ceux qui l'avaient blessée n'était pas de la vindicte, mais plutôt une affirmation nécessaire de la valeur qu'Alexander avait toujours vue en elle. Le même après-midi, une lettre arriva du prince Frédéric de Saxe-Cobourg portant des excuses formelles pour toute détresse que ses actions auraient pu causer et exprimant ses vœux de bonheur pour elle. Et Eleanor lut la formulation diplomatique soignée, qui ne prenait aucune responsabilité réelle tout en maintenant une dénégation plausible, et ne ressentit qu'une sorte de pitié lointaine pour un homme qui comprenait le pouvoir et la stratégie, mais n'avait jamais compris la différence entre posséder quelque chose et l'apprécier sincèrement. Alexander la trouva en début de soirée, debout à sa fenêtre, regardant la Tamise où l'épave de sa flotte était encore visible dans la lumière dorée du coucher de soleil, et quand il lui demanda ce qui occupait ses pensées, elle lui parla des 2 visites et avoua sa peur que les navires restent là pendant des mois, comme un rappel constant du spectacle qui avait transformé sa vie. Il se tint derrière elle et l'enlaça de ses bras dans un geste qui était devenu familier au cours des 6 derniers jours de leur fiançailles, et lui dit que l'enlèvement prendrait en effet un temps considérable, mais qu'il trouvait que cela ne le dérangeait pas,
car chaque personne qui regarderait la Tamise se souviendrait de ce qu'elle valait. Et d'ailleurs, il prévoyait de commander de nouveaux navires et de nommer chacun d'eux d'après les qualités qu'il admirait en elle, afin que sa flotte devienne un catalogue de ses vertus naviguant sur toutes les mers. Eleanor se pencha en arrière contre sa poitrine et sentit le battement régulier de son cœur et pensa à quel point il était étrange qu'elle se trouvât maintenant au centre de l'attention de la société, alors que pendant 28 ans, elle avait été invisible. Et ce soir-là, lorsqu'ils assistèrent à une performance musicale chez une duchesse qui n'avait jamais reconnu son existence auparavant, elle découvrit que naviguer dans une visibilité soudaine exigeait sa propre forme de courage. Le matin du 30 août 1818 se leva clair et doré sur Londres, et Eleanor Ashford se réveilla dans sa chambre d'enfant pour la dernière fois en tant que femme célibataire, avec la certitude qu'avant le soir, elle serait la duchesse de Thornmere. Un titre qui semblait encore surréaliste malgré les 6 semaines écoulées depuis que Alexander l'avait demandé en mariage au milieu des épaves de sa flotte coulée encore visible dans la Tamise en contrebas. Charlotte arriva à 8 heures pour l'aider à s'habiller, et quand Eleanor vit la robe qu'Alexander avait commandée pour elle, elle sentit les larmes lui piquer les yeux, car c'était une création de soie ivoire et de dentelle délicate qui la transformait en quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir être, bien qu'elle comprenne maintenant que la véritable transformation s'était produite non pas dans les atours extérieurs, mais dans la certitude intérieure et tranquille qu'elle possédait une valeur indépendamment des mesures de la société. Son père vint dans sa chambre à 9h30, l'air digne dans son meilleur habit, et quand il prit ses mains dans les siennes, usées, et lui dit qu'il n'avait jamais été plus fier d'aucune réalisation de sa vie que de la femme qu'elle était devenue, Eleanor l'embrassa et lui pardonna silencieusement toutes les années où il l'avait regardée avec déception, car elle comprenait que ses propres peurs avaient façonné sa vision aussi sûrement que les préjugés de la société avaient façonné la sienne. Le trajet en voiture jusqu'à St. George's, Hanover Square, dura 20 minutes à travers des rues où les gens s'arrêtaient pour regarder passer la modeste voiture du baron, et Eleanor regarda la ville qu'il avait méprisée pendant 28 ans et ne ressentit aucune amertume. Seulement une satisfaction tranquille de savoir qu'elle quitterait cette église en tant que preuve vivante que leurs jugements avaient été aussi vides qu'ils étaient cruels. L'église était comble de tous ceux qui comptaient dans la société londonienne. Et alors qu'Eleanor descendait l'allée au bras de son père, elle vit Lady Caroline Pembroke, assise près du premier rang avec une expression de plaisir forcé. Vit les bancs vides où le prince Frédéric se serait assis s'il n'avait pas fui l'Angleterre en défaite, vit Charlotte pleurer ouvertement de joie, mais surtout, elle vit Alexander qui l'attendait à l'autel dans sa tenue de cérémonie, les yeux fixés sur elle avec une émotion si nue qu'elle en oublia d'être nerveuse face aux centaines de personnes qui la regardaient. Il lui prit la main quand elle l'atteignit, et elle sentit le léger tremblement dans ses doigts, qui lui dit qu'il n'était pas aussi calme qu'il en avait l'air, et quand le vicaire commença la cérémonie, elle écouta les mots anciens sur l'amour et l'engagement, et les comprit d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant, car elle avait vécu si longtemps sans espoir qu'elle savait exactement à quel point ce moment était précieux. La voix d'Alexander était ferme lorsqu'il prononça ses vœux, mais ses yeux brillaient d'émotion, alors qu'il promettait de l'honorer et de la chérir tous les jours de sa vie. Et quand Eleanor prononça ses propres vœux, elle y mit toute la gratitude, l'amour et l'émerveillement qu'elle ressentait pour cet homme qui l'avait vue vraiment, alors qu'elle était invisible pour tous les autres. L'anneau qu'il glissa à son doigt était parfaitement ajusté, et lorsque le vicaire les déclara mari et femme, et qu'Alexander l'embrassa avec une tendre révérence, Eleanor entendit la congrégation applaudir et sut que la société était témoin non seulement d'un mariage, mais d'une justification de tout ce qu'ils avaient essayé de nier sur sa valeur.
Le voyage vers le domaine de campagne d'Alexander à Thornmere dura 4 heures en voiture, à travers une campagne qui devenait progressivement plus belle, à mesure qu'ils quittaient Londres derrière eux, l'après-midi du 30 août 1818. Et Eleanor était assise à côté de son mari de 6 heures, regardant le paysage se transformer des rues bondées qu'elle avait connues toute sa vie en collines ondulantes et en forêts anciennes. Et elle eut l'impression de voyager non seulement vers une nouvelle maison, mais dans une existence entièrement différente, où les règles qui avaient gouverné ces 28 premières années ne s'appliquaient plus. Alexander lui tint la main pendant la majeure partie du trajet et lui montra de temps en temps des points de repère sur ses terres, et elle entendit la fierté dans sa voix lorsqu'il parlait des familles de fermiers qui vivaient sur ces arpents depuis des générations, des améliorations qu'il avait apportées à leur cottage et de l'école qu'il avait financée pour leurs enfants, et elle comprit que l'homme que la société voyait comme un riche duc était en ce lieu simplement un intendant qui prenait ses responsabilités au sérieux et se souciait profondément de ceux qui dépendaient de lui. La maison elle-même apparut alors qu'ils atteignaient le sommet d'une colline, juste au moment où le soleil commençait sa descente vers l'horizon, un gracieux manoir en pierre de briques couleur miel chaud, avec du lierre grimpant sur ses murs et des fenêtres qui captaient la lumière dorée. Et Eleanor sentit son souffle se couper, car il était beau d'une manière qui n'avait rien à voir avec la grandeur et tout à voir avec le sentiment de foyer qui émanait de ses fondations mêmes. Le personnel s'était rassemblé pour les accueillir, et Eleanor fut présentée à ce qui semblait être des dizaines de personnes dont elle essaya désespérément de se souvenir des noms. Mais elle vit la chaleur sincère sur leur visage lorsqu'ils regardaient Alexander, et l'évaluation curieuse mais non méchante dans leurs yeux lorsqu'ils la regardaient, et la gouvernante, Madame Davis, lui dit d'une voix douce qu'ils étaient tous très heureux que sa grâce ait enfin ramené une épouse à la maison. Les 3 premiers jours se déroulèrent dans un rythme doux d'exploration et de découverte, alors qu'Alexander lui montrait la maison pièce par pièce et lui racontait l'histoire de chaque espace, et Eleanor se promena dans des chambres remplies de siècles de beauté accumulée et comprit qu'elle était maintenant la gardienne de toute cette histoire, même si elle se demandait comment la fille d'un baron qui avait possédé 3 robes était censée gérer un domaine de cette ampleur. Alexander sembla sentir son incertitude, car le soir de leur 3e jour à Thornmere, il la trouva dans la bibliothèque, fixant des livres de contes, et lui dit qu'elle n'avait pas besoin de tout maîtriser en même temps, qu'M. Davis gérait la maisonnée depuis 20 ans et la guiderait, et que ce dont il avait besoin d'elle n'était pas la perfection, mais simplement sa présence et son partenariat pour construire une vie ensemble. Cette nuit-là, lorsqu'ils se retirèrent dans les appartements ducaux, qui étaient désormais les leurs, Eleanor sentit le reste de sa nervosité s'évanouir, alors qu'Alexander la tirait dans ses bras, avec une tendresse qui la fit se sentir chérie, plutôt que simplement désirée, et dans l'intimité de leur lit conjugal, elle découvrit que l'intimité physique pouvait être une extension de la connexion émotionnelle qu'ils avaient construite au cours des 4 derniers mois. Une conversation menée par des attouchements, des mots doux murmurés et la profonde vulnérabilité de permettre à une autre personne de vous connaître complètement. Ils retournèrent à Londres le 15 septembre 1818 après 2 semaines à Thornmere qui avaient semblé durer une vie et un seul instant à la fois. Et Eleanor s'assit à côté d'Alexander dans la voiture, regardant la campagne céder la place aux rues familières de la ville, et sentit le poids de son nouveau titre s'installer plus fermement sur ses épaules, car elle n'était plus simplement Eleanor Ashford qui pouvait se glisser inaperçue dans la société, mais plutôt la duchesse de Thornmere, dont chaque action serait observée, discutée et disséquée par des gens qui avaient ignoré son existence à peine 4 mois auparavant. La maison qu'Alexander entretenait à Mayfair était bien plus grandiose que la modeste résidence de son père. Et Eleanor passa les 3 premiers jours à se familiariser à nouveau avec la société londonienne depuis cette position élevée, tout en recevant un flot constant de visiteurs
qui venaient ostensiblement pour présenter leur respect. Mais en réalité, pour évaluer si la femme pour qui le duc avait sacrifié sa flotte gérait son élévation inattendue avec une grâce appropriée. Charlotte lui rendait visite quotidiennement et était la seule visiteuse dont la présence réconfortait sincèrement Eleanor, et ce fut Charlotte qui suggéra qu'Éléonore pourrait utiliser sa nouvelle influence pour soutenir d'autres femmes qui se trouvaient méprisées ou négligées par les normes arbitraires de la société, et Éléonore sentit quelque chose s'enflammer en elle à cette idée, car elle se souvenait trop bien de ce que c'était que d'être invisible, et si son élévation pouvait créer des opportunités pour d'autres, alors peut-être avait-elle un but au-delà de son propre bonheur. En 2 semaines, Eleanor avait commencé à organiser un salon hebdomadaire où elle invitait non seulement les personnes à la mode et titrées, mais aussi des bas bleus, des érudites et des artistes dont le travail était rejeté en raison de leur sexe. Et elle regarda la fierté d'Alexander envers elle grandir alors qu'elle créait un espace où l'intelligence et le talent comptaient plus que la naissance ou la beauté, et ensemble, ils devinrent connus comme un couple qui valorisait la substance plutôt que la superficialité, d'une manière qui mettait une partie de la société mal à l'aise, mais leur valut le respect sincère de ceux dont l'opinion comptait vraiment. Alexander avait commencé le processus de reconstruction de sa flotte marchande avec l'argent de l'assurance et les investissements prudents qu'il avait maintenus, et Eleanor se retrouva impliquée dans la planification d'une manière qui les surprit tous les deux, car elle avait la bosse des chiffres et une approche pratique de la résolution de problèmes qui complétait son sens des affaires plus intuitif. Et le soir, ils s'asseyaient ensemble dans son bureau, examinant des contrats et discutant des routes commerciales, et elle se sentait reconnaissante qu'il la traite comme une véritable partenaire, plutôt que comme une simple épouse décorative. Les épaves dans la Tamise avaient finalement commencé à être déblayées fin septembre, alors que des équipes travaillaient à enlever les navires coulés qui épelaient son nom, et Eleanor se tenait un matin à la fenêtre, observant l'opération de sauvetage, et sentit les bras d'Alexander l'entourer par derrière, alors qu'il murmurait qu'il ne regrettait pas un seul navire, car il lui avait acheté quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quelle cargaison qu'ils auraient pu transporter. Lady Caroline Pembroke avait demandé une audience début octobre avec un air d'humilité, qu'Eleanor soupçonnait d'être entièrement fabriqué. Et lorsque la femme qui avait orchestré tant de cruauté s'assit dans le salon d'Eleanor et tenta de s'excuser pour les affronts passés, Eleanor écouta avec une courtoisie froide, puis fit clairement comprendre que, bien qu'elle serait civile en public, elle n'oublierait jamais qui avait essayé de la détruire lorsqu'elle était vulnérable. Et elle vit l'éclair de ressentiment dans les yeux de Caroline et sut que la femme n'acceptait cette nouvelle hiérarchie que parce qu'elle n'avait pas le choix. L'histoire de la flotte coulée s'était répandue bien au-delà de Londres et avait acquis une qualité presque mythique à force d'être racontée et embellie, et Eleanor surprenait parfois des versions du conte qui ressemblaient peu aux événements réels. Mais elle ne les corrigeait pas car elle comprenait que l'histoire était devenue plus grande qu'elle-même, et Alexander s'était transformé en un symbole d'amour qui défiait la convention et le calcul. Et si cela donnait de l'espoir à d'autres femmes qui se sentaient méprisées, alors elle était contente de la laisser grandir dans le récit. Le matin du 15 mai 1823 se leva clair et chaud sur Londres, et Eleanor Ravenscroft se tenait à la fenêtre de la maison de Mayfair, regardant la Tamise scintiller dans la lumière matinale, et sentit les bras d'Alexander entourer sa taille par derrière, tandis que leurs 2 enfants jouaient dans la nurserie à l'étage. Et elle songea à quel point il aurait semblé impossible, 5 ans auparavant, qu'elle se tienne ici en tant que duchesse de Thornmere, avec une vie si pleine d'amour et de sens que certains matins, elle devait toucher la bague à son doigt pour se convaincre que tout cela était bien réel. L'histoire de la flotte coulée faisait maintenant partie de la légende de Londres, racontée et redite jusqu'à ce qu'elle ait acquis la qualité d'un mythe, et Eleanor surprenait parfois de jeunes femmes dans ses salons,
en parler avec une sorte d'émerveillement respectueux qui la faisait sourire, car elle ne savait pas que la duchesse à qui elle parlait était la femme dont le nom avait été épelé sur la Tamise avec des navires qui avaient coûté une fortune. La flotte d'Alexander avait été reconstruite et était maintenant plus prospère que jamais, et Eleanor avait découvert un talent pour les affaires commerciales qui les avait surpris tous les deux. Et ensemble, ils avaient créé un partenariat qui s'étendait bien au-delà de leur lit conjugal à tous les aspects de leur vie commune. Et elle savait que cette égalité et ce respect mutuel étaient plus rares que n'importe quel grand geste et plus précieux que n'importe quel nombre de navires coulés. Leurs enfants, William âgé de 3 ans, et Catherine de tout juste 18 mois, grandiraient dans un foyer où l'intelligence de leur mère était aussi valorisée que le titre de leur père, et Eleanor espérait que le monde dont ils hériteraient serait plus clément envers les femmes qui ne correspondaient pas aux définitions étroites de la valeur de la société que le monde qu'elle avait connu à 28 ans, lorsqu'elle s'était crue destinée à sombrer dans l'obscurité en tant que gouvernante ou dame de compagnie non rémunérée. Elle pensait souvent aux autres femmes comme elle, celles qui se tenaient encore au bord des salles de bal dans des robes démodées, attendant une vie qui semblait déterminée à ne jamais arriver, et elle utilisait sa position pour créer des opportunités là où elle le pouvait, car elle se souvenait trop vivement du goût amer de la résignation et de la croyance corrosive, qu'elle n'était tout simplement pas assez, et ne le serait jamais, selon l'estimation cruelle de la société. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous reconnaissez dans cette version plus jeune d'Eleanor qui croyait que sa vie était déjà terminée à 28 ans, je veux que vous compreniez qu'il n'est jamais trop tard pour une transformation, que votre valeur n'a rien à voir avec le fait que la société était apprise à la voir ou non, et qu'il y a des gens dans ce monde qui reconnaîtront la vérité de qui vous êtes si vous pouvez juste tenir assez longtemps pour qu'ils vous trouvent. Alexander l'avait trouvé, ou peut-être l'avait-elle trouvé, et ensemble ils avaient construit quelque chose qui défiait toutes les règles qu'elle croyait régir son existence. Et maintenant, alors qu'elle se tenait là, regardant la Tamise où les épaves avaient été déblayées des années auparavant, mais où l'histoire ne serait jamais oubliée, elle se sentait reconnaissante non seulement pour le grand geste qui avait changé sa vie, mais pour tous les moments tranquilles qui avaient suivi, les conversations au petit déjeuner, les rires partagés et le contentement ordinaire d'être vraiment connu par une autre personne et aimé non pas malgré qui vous êtes, mais à cause de cela.